Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Critflix. Je commence comme chaque semaine par vous demander de lâcher un petit like si vous êtes sur YouTube et de nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire histoire qu'on se fasse connaître. Bonjour mon cher David, comment vas-tu ? Eh ben, comme chaque semaine, ça va très bien parce qu'on va parler de choses qui nous passionnent, alors on est forcément enthousiaste. Exactement, et en plus là on vous a prévu encore un gros programme. Comme toutes les semaines, je me répète, mais on a l'impression qu'il se passe rien. Et puis d'un coup, il lâche toutes les infos et on est obligé de vous faire des émissions de 4h30. Donc voilà, on va essayer d'être le plus concis possible. Dans tous les cas, comme chaque semaine, on aura nos news. Notre sujet principal vous fera une grosse review de Vortex, la série qui était passée récemment sur France 2 et qui est toujours disponible sur France Télévisions. Et puis nous finirons par ta chronique télévision avec les audiences, le programme de la semaine, ainsi que quelques news télévision. Et ben écoutez, c'est parti tout de suite pour les news. Et c'est parti pour les news, et avant de commencer, on a un premier point dont on va parler, c'est Salto. Ça y est, il se passe encore un petit truc chez Salto. Bah, chez Salto, il semblerait que ce soit terminé à l'heure où on enregistre, hein. On est donc le lundi 13 février. Certaines personnes, ce matin, se sont rendues sur la plateforme Salto et se sont rendues compte qu'il n'était plus possible de s'y abonner. Il y a un écran qui apparaît en mettant « Nous sommes désolés ». Il n'est plus possible de s'abonner à Salto, ce qui acte bien la fin. Alors, c'était annoncé, hein, mais on avait encore ce petit espoir qu'un repreneur, on a parlé d'une chaîne espagnole, ou autres puissent se manifester, même si du côté de chez France Télé, Delphine Ernotte, la présidente, avait fait part de son pessimisme il y a quelques jours. Et bien là, il semblerait que ce soit officiel finalement. Enfin, c'est pas officiel, il n'y a pas eu de déclaration disant que c'était mort de chez mort, mais là, le fait qu'on ne puisse même plus souscrire à la plateforme montre bien qu'elle devrait disparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Bien sûr. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai regardé France Télévisions hier, mais ils font encore la pub du fait que certaines de leurs séries sont disponibles en avant-première sur Salto. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils continuent à mettre du programme pour pouvoir compenser le fait que les gens continuent à payer en attendant que la plateforme s'arrête. Bien sûr, c'est ça, je pense qu'ils ont... c'est très respectueux d'ailleurs pour les abonnés de continuer à mettre des choses dessus, parce qu'il y a des gens qui continuent de payer Salto, effectivement. J'avoue que moi, j'avais hésité un moment à me dire, je vais me prendre le mois gratuit avant que ça se termine. Finalement, c'est trop tard, et puis c'est peut-être pas plus mal, parce que j'ai déjà pas le temps de voir tout ce que j'ai sur mes plateformes. Dans tous les cas. Eh ben écoute, tu vas continuer, tu vas garder la parole et on va parler de la compagnie Disney avec Bob Iger qui revient à sa tête depuis quelques mois. Ouais, alors les nouvelles sont mitigées du côté de chez Disney, avec effectivement le retour de Bob Iger. Il faut rappeler que Bob Iger, il a été président-directeur général de Disney entre 2005 et 2020, puis il est devenu président du conseil d'administration entre le 25 février 2020 et le 31 décembre 2021. Depuis, il était en retrait, c'était Bob Chapek qui l'avait remplacé, et puis il a été remercié parce que les résultats Disney n'étaient pas bons, et Bob Iger est revenu à la tête de Walt Disney Company. Et effectivement, il a annoncé il y a quelques jours que 7000 emplois allaient être supprimés chez Disney, ce qui est énorme, d'autant que il y a eu 23,5 milliards de chiffre d'affaires engrangés par Disney en 2022. Ça peut paraître énorme, c'est moins que ce qu'ils avaient pu faire précédemment, mais c'est mieux que ce qui avait été projeté auparavant. Donc les résultats sont plutôt encourageants, d'où une certaine incompréhension, on les comprend bien, des salariés de chez Disney qui vont être 7000 à être remerciés. Alors évidemment, on sait pas encore sous quelle forme, est-ce que ce sera des départs anticipés, mais bon, on sait que ce sera au niveau du monde entier. Mais effectivement, 25 milliards quand même d'abonnés, 25 milliards de chiffre d'affaires chez Disney, c'est pas mal du tout. Là où ça pêche, effectivement, c'est pour le nombre d'abonnés sur Disney+, puisque on a appris que pour la première fois de son histoire, son lancement c'était fin 2019, dans le monde, et en France, nous on l'avait eu au moment du confinement. Pour la première fois de son histoire, Disney+ a perdu des abonnés, 2,4 millions, ce qui porte son nombre d'abonnés dans le monde à 161,8 millions. Point de vue plateforme pur, hein, on parle chez nous, Disney est à la 3e place, je mets pas MyCanal dans l'eau, parce que Canal, on sait que c'est particulier, il y a les décodeurs, il y a les applications, etc., mais elle reste numéro 3 chez nous en France, derrière Netflix et Prime, et c'est vrai que là, la perte de 2,4 millions d'abonnés, c'est quelque chose qui embête beaucoup Disney, et le principal chantier de Bob Iger, c'est vraiment de se dire qu'il faut rentabiliser au maximum cette plateforme. Lui qui y croit à fond d'ailleurs, il a dit que l'avenir était dans le streaming, et pas forcément dans les salles de cinéma. Alors, effectivement, c'est un personnage qui a été assez décrié, c'est notamment à lui qu'on doit les live action, alors certains crient au génie, mais la plupart disent que c'est pas forcément très utile de nous refaire Le Roi Lion ou Cendrillon. C'est vrai qu'on en a déjà parlé ici, c'est plutôt une fortune diverse sur les films en live action. Et là, effectivement, il a dit qu'il fallait absolument rentabiliser cette plateforme, et d'ailleurs, il a divisé Disney en 3 parties. 3 catégories, 3 sous-parties, 3 pôles, on dirait. Un pôle divertissement, qui va s'occuper uniquement des films et séries, mais que ce soit au cinéma et sur les plateformes. Donc ce pôle mélange les deux. Donc c'est
bonne ou mauvaise chose, difficile à dire, hein, de se dire que finalement, avant, il y avait quand même une partie spécifique cinéma, Marvel, Star Wars, et une partie plus Disney Plus pour les séries. Là, c'est tout mélangé au sein d'un pôle divertissement. Il y aura un pôle sport avec notamment la chaîne ESPN, qui est la grande marque de sport aux États-Unis. On avait une variante sur Canal en France il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est une marque qu'on connaît peut-être un peu moins chez nous. Et enfin, un troisième pôle qui sera 100% parc d'attractions, parce que c'est quelque chose qui génère énormément d'argent chez Disney, mais qui en fait perdre aussi. Et donc, il y a une branche qui va se concentrer que là-dessus. Donc, l'idée de Bob Iger, bonne ou mauvaise, encore une fois, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment de compartimenter. Il y a une partie film et série, une partie sport et une partie parc d'attractions. Ça évite que les choses, se mélangent, et vraiment, les salariés Disney seront vraiment, si je puis dire, vraiment concentrés sur leur propre domaine. Et c'est accompagné de cette annonce, l'annonce de 3 nouveaux films chez Disney, que sont La Reine des Neiges 3, Zootopie 2 et Toy Story 5. Parce que Bob Iger l'a dit, il faut miser sur des marques fortes. Effectivement, Avalonia a pas marché très fort, c'est même plutôt cassé la figure. Encanto a eu un succès correct, on va dire moyen plus, mais ça n'a pas été incroyable. On se souvient qu'il y a quelques années, Pixar avait annoncé qu'après Les Indestructibles 2, il n'y aurait plus jamais de suite. Et puis ils ont rétro-pédalé en voyant qu'effectivement, leur dernier film ne rapportait sans doute pas assez. C'est pour ça qu'on a eu Buzz l'éclair et qu'on aura Vice Versa 2 l'an prochain. Et là, effectivement, on sent qu'avec ces 3 marques très très fortes, qui sont vraiment les franchises qui ont rapporté le plus, il faut rappeler que La Reine des Neiges, c'est un succès que Disney n'avait pas vu venir. Quand il sort en 2013, ils s'attendent à ce que ça fonctionne bien, mais pas à ce point-là. Ça a été un raz-de-marée. Le 2 a très très bien fonctionné aussi. Toy Story, c'est vrai que c'est là, moi, où je râle un peu, parce que je trouve que le 3 était très conclusif et se suffisait à lui-même pour terminer. On a eu un 4 qui était peut-être pas, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était peut-être pas forcément nécessaire, on va dire, pour le lore de Toy Story, et qui, une fois de plus, à la fin, était conclusif également. Et là, on nous annonce un 5, alors c'est vrai qu'on se demande où ça va aller. Et puis, Zootopie, c'est bête à dire, parce qu'il est sorti en 2016, et pour certains, c'est un très bon film qu'ils ont peut-être un peu oublié, mais ça a été aussi un énorme carton. C'est génial. Alors, Disney avait annoncé il y a déjà 2-3 ans qu'il y aurait Zootopie sans doute 2, 3 et 4. Ils ont annoncé 3 suites, mais là, c'est vraiment les films rentrent en production. Donc il faut s'attendre que d'ici 2-3 ans, de voir ces 3 mastodontes débarquer, mais débarquer où? C'est la grande question. Est-ce que ce sera sur les plateformes ou en salle? On peut imaginer que ce sera au cinéma parce que c'est des films qui rapportent énormément d'argent. Il faut rappeler quand même que le cinéma rapporte beaucoup plus d'argent que Disney Plus à Disney. Pour l'instant, mais encore une fois, comme on sait que le cheval de bataille c'est le streaming pour Bob Iger, est-ce qu'il va pas se dire tiens, je vais en mettre au moins peut-être un des 3 sur la plateforme pour essayer de faire gonfler les abonnements. Ce qu'on l'a vu particulièrement en Europe, Soul, Red Alert, Lucas ou plus récemment Avalonia, ça a engendré quelques abonnements en plus, mais ça n'a pas été un raz-de-marée comme Disney aurait voulu le faire. Évidemment, s'ils annonçaient une Reine des Neiges ou un Toy Story, ce serait peut-être différent. Ouais, effectivement. Pour les 3 pôles, je me dis peut-être que Bob Iger a pris la décision d'essayer d'équilibrer chacun de ces pôles indépendamment, parce que c'est vrai que quand tout était mêlé au milieu, on avait forcément des milliards d'euros qui rentraient et des pertes, mais tout ça était mélangé. Là, il va demander sûrement au parc d'attractions d'être rentable, au streaming cinéma d'être rentable, et inversement aux produits dérivés de l'être aussi, plutôt que d'avoir des pertes rattrapées par d'autres pôles séparés. Et puis alors c'est marrant cette histoire de franchise, parce qu'en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est Disney qui a lancé toutes ces franchises avec Marvel, avec des suites de films, avec des univers étendus, et maintenant ils se retrouvent coincés à ne faire que des suites, de ne plus pouvoir faire de nouvelles licences, parce que justement ils ont lancé cette mode des univers étendus en voulant faire croire que par exemple Réponse était dans La Reine des Neiges, etc., et que tout ça était connecté. Donc c'est vrai que c'est un petit peu de leur faute finalement qu'ils se retrouvent coincés là-dedans, et c'est un petit peu dommage. Moi qui ai beaucoup aimé le dernier, par exemple Avalonia, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne puissent plus maintenant arriver avec de nouvelles licences. C'est aussi le public malheureusement qui n'a plus envie. Oui, bien sûr, alors il y en aura sans doute, mais il y en aura moins, c'est-à-dire qu'on aura pour une nouvelle licence un film sans doute d'une précédente. Alors on est un peu déçu effectivement chez les observateurs ou chez les salariés, parce qu'on espérait peut-être un peu de sang neuf. Bien sûr. Faut rappeler que Bob Iger, je vous l'ai dit, il a été président de 2005 à 2020, il a 72 ans quand même, donc c'est plus un perdreau de l'année comme on dit. Et bon là, visiblement, il aurait déclaré qu'il est en mission commando pour 2 ans. Donc vraiment, il donne rendez-vous à la fin de l'année 2025, fin de l'année 2024, début 2025, déjà sur cette année 2023 et 2024, pour voir les résultats. Mais il y a fort à parier que, comme certains de ces projets n'auront pas vu le jour, il risque pour moi de continuer encore un petit peu après. Et surtout si ça marche, on risque d'entendre parler de Bob Iger sans doute encore un bon moment. Ouais, complètement.
Eh ben écoute, moi je vais entamer ma news, on va rester sur des grosses licences, puisqu'hier a eu lieu un moment mémorable, enfin moi, mon seul moment de sport que je regarde à la télévision, c'est le Super Bowl qui a opposé les Kansas City Chiefs aux Eagles de Philadelphie. C'était un très beau match que j'ai pu regarder ce matin, puisque l'équipe m'a fait l'honneur de rediffuser le match ce matin. C'est ça qui est génial, et je c'est me super permets une sympa. petite parenthèse, parce Ouais. que c'est vrai que le Super Bowl, il a beaucoup bougé de chaîne. Ouais. Il a été un temps sur France 2, il a été un temps sur M6, il faut même rappeler que Sur avant la chaîne... W9. Ouais, c'est dans le groupe M6, Ah oui, dans le groupe c'est-à-dire M6, que ouais. c'est W9 qui le passait, et pendant un temps, c'était même TF1 qui avait acquis les droits, D'accord. à la grande surprise de tout le monde, le dimanche soir après son film, une grande soirée Super Bowl, ça a duré 2-3 ans, et en voyant partir sur l'équipe, beaucoup de gens disaient que ouais, c'était une exposition moindre, mais c'est vrai que l'équipe peut se permettre de rediffuser le Super Bowl le lendemain matin. Moi, je sais que je connais pas grand-chose au foot américain, mais j'ai toujours voulu voir le Super Bowl, mais que les horaires, c'est terrible, parce que c'est un peu comme les Oscars, c'est-à-dire que à l'heure où tu peux pas soit te coucher tard, soit te lever plus tôt pour les voir, parce que c'est en plein milieu de la nuit. C'est ça. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je trouve que la couverture de la chaîne L'équipe est top, d'autant qu'on a eu droit à des matchs de play-off, des matchs précédents dans les semaines avant, alors que les autres chaînes, quand ils avaient les droits, c'était vraiment que la finale, point barre. C'est ça. Mais là, on voit vraiment que l'équipe 21 se lance. Ils ont eu du mal à démarrer, mais je trouve que maintenant, ils sont vraiment devenus la chaîne sportive en clair. Ouais. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir des licences de sport officielles ou un peu plus connues arriver sur l'équipe 21. Qui s'appelle la chaîne L'équipe depuis 2-3 ans quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je reste sur l'équipe 21, mais c'est l'équipe. Oui, mais qui est toujours sur le numéro 21. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est parce que quand ils se sont lancés, ils se sont fait appeler. C'était l'équipe TV à l'origine voilà, sur CanalSat, et quand elle est passée sur la TNT en 2014, c'est devenu l'équipe 21. C'est ça. Pour que, hop, dans la tête des gens, ça on retienne bien le numéro, bon, et maintenant... Sur l'équipe. En tout cas, voilà, mes messieurs de l'équipe, si vous nous écoutez, je suis vraiment navré d'avoir appelé votre chaîne l'équipe 21. Quoi qu'il en soit, le but est de parler ici du Super Bowl, de la mi-temps bien sûr, puisque Rihanna a présenté un concert d'à peu près une quinzaine de minutes qui était absolument extraordinaire, une synchronisation des danseurs qui était absolument folle, et moi je suis toujours ébahi par la technique en fait du Super Bowl, de pouvoir amener une scène comme ça pendant une demi-heure, lâcher un énorme concert où la personne n'est même pas payée d'ailleurs, et ensuite remballer tout ça pour continuer le match derrière, c'est vraiment extraordinaire. Mais ici on vous parle de cinéma, de streaming et de films, et donc le but est de vous parler d'un gros moment aussi du Super Bowl, ce sont les trailers, les bandes annonces de grosses licences qui vont arriver. Alors pourquoi grosses licences? Parce que ça coûte beaucoup d'argent de diffuser ces bandes annonces sur l'écran géant au Super Bowl et de le diffuser à la télévision, donc forcément il n'y a que des gros studios qui tentent le coup. Et cette fois-ci, on a eu la chance d'avoir par exemple les Gardiens de la Galaxie 3, qui reviennent pour une aventure beaucoup plus sombre, et l'absence quasi entièreté du trailer de Drax, joué par Bautista, on le voit quasiment pas. L'équipe a été un petit peu reconstituée, avec Gillian, qui joue... Karen Gillian, qui joue la Gamora, c'est ça, Gamora, donc voilà, qui remplace un petit peu Bautista, Drax dans le film. C'est Nebula, Karen Gillian. C'est Nebula, voilà, c'est ça, excuse-moi. C'est Nebula. Zoé Saldana. Voilà, c'est pour ça que ça m'a pas tilté quand tu me l'as dit. Donc Nebula, effectivement, qui vient remplacer ici l'équipe, on a une partie de l'équipe. On aura également The Flash qui est arrivé hier, le trailer qui est arrivé. Les univers vont se rencontrer et ça sent la table rase pour l'univers d'ici, puisqu'on croise des héros d'hier et aujourd'hui. On voit dans le trailer Ben Affleck par exemple et Michael Keaton. Heureusement pas vu que tu es là. Heureusement que tu es là, Michael Keaton donc et Ben Affleck qui sont annoncés. On voit énormément de petits extraits d'anciens films de chez DC à l'intérieur du scénario de The Flash, donc à mon avis, il va vraiment y avoir un mélange des univers pour pouvoir recommencer à zéro, comme ils le font dans les comics, en fait, dans les guerres infinies. Si vous lisez les comics d'ici, on a eu également un trailer de Fast and Furious 10 qui était sorti quand même il y a quelques jours, mais ils l'ont rediffusé pendant le Super Bowl avec un Jason Momoa en grand méchant de cet opus. Alors la famille s'agrandit encore, puisqu'à chaque fois les méchants de l'opus précédent deviennent des gentils de l'opus d'après, ça se passe toujours comme ça, donc forcément ça agrandit un petit peu. Et ce qui est très bien, c'est que celui-ci est réalisé par Louis Leterrier, qui est un réalisateur français qui avait fait Le Transporteur par exemple, et donc on voit qu'il y a beaucoup moins d'effets numériques dans les accidents de voiture et dans les courses-poursuites, et ça fait plaisir. Un tout petit trailer de Transformers 7 qui va arriver, Scream 6 également, pour ce nouvel opus qui va se passer à New York. Donc il quitte la campagne américaine pour arriver dans une grande ville, et donc ça va tout changer, surtout que l'actrice principale est de nouveau Jenna Ortega, qu'on a vu récemment dans Mercredi sur Netflix. On a eu également un tout petit trailer d'Indiana Jones 5. Alors c'était été complètement tout sur fond vert, hein, bien sûr, avec apparemment beaucoup d'action et les nouveaux acteurs qui vont arriver dans cette licence. Creed 3 qui a été présenté également avec Michael B. Jordan qui va devoir affronter son frère sorti de prison qui n'a pas eu la chance de s'entraîner à la boxe comme lui, qui est un petit peu le dark side de Michael B. Jordan dans ce Creed 3. On a également 65, la Terre d'avant, qui s'appelle tout simplement 65 aux États-Unis, avec Adam Driver qui va se battre
battre contre des dinosaures, Ouais. parce que les humains sont arrivés bien plus tôt sur Terre que nous autres humains. Alors on va savoir pourquoi. Sûrement un coup d'Elon Musk. Ensuite on aura Super Mario Bros, le film. Alors ça c'était top, parce qu'en fait c'était une publicité de leur publicité de plombier à la télévision dans l'univers de Mario. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc ça se passait une introduction à avant, donc leur vie d'avant, hein, Mario et Luigi, qui sont des frères plombiers, comme vous le savez, dans le jeu vidéo, et qui du coup, avant d'être transportés dans le monde de Peach, étaient des vrais plombiers. Donc là, c'est très drôle de voir cette fameuse pub où on demande d'appeler le 555 Mario et Luigi, etc., etc. Donc ça, c'est très drôle. Ensuite, on a eu Donjons et Dragons, et je suis désolé, mais j'ai très envie de le voir. Je suis hypé par ce film parce que moi, de l'heroic fantasy au cinéma, ça me fait toujours rêver. Il a l'air très drôle, et en plus, les effets spéciaux que j'ai vus dans ce trailer ont l'air vraiment très bien. Et on finit avec Air, le film sur Nike et son énorme contrat avec Michael Jordan à l'époque, qui sera réalisé par Matt Damon, avec Matt Damon et Ben Affleck, voilà, que j'attends énormément aussi, parce que les biopics de ce genre d'affaires, c'est vraiment super, et en plus, Matt Damon et Ben Affleck sont des personnes qui arrivent très bien, je trouve qu'ils maîtrisent très bien la caméra, et souvent leurs films sont de très bonne qualité. Donc voilà, ça fait pas mal de trailers à aller regarder sur Internet, c'est déjà disponible sur YouTube à l'heure où on vous parle, dans tous les cas. Ces films-là sortent entre le mois de juin et la fin de l'année, vous aurez l'occasion de les voir dans tous les cinémas de France. Alors le grand absent, moi ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, parce qu'il sort dans un peu moins d'un mois, ça aurait été sympa de le voir, mais bon, je pense que ça fait partie des affaires de chez DC. On n'a pas eu de dernier trailer de Shazam. Souvent, quelques semaines avant la sortie d'un gros film comme ça, on a un last trailer qui permet vraiment de mettre toutes les informations à plat avant que le film sorte. Et là, cette fois-ci, il n'était pas présent. Donc, je pense véritablement que James Gunn a décidé de mettre le film peut-être un petit peu de côté, de le sortir parce qu'il est prêt dans tous les cas, mais peut-être, voilà, de ne pas y accorder beaucoup d'importance par rapport à The Flash qui arrive et qui, encore une fois, aujourd'hui a été annoncé par James Gunn sur Twitter comme étant son film préféré de chez DC pour le moment. Donc, voilà, il y a beaucoup d'espérance autour de ce film-là, et on espère que nous aussi, nos espérances seront rempli quand il sortira chez nous. En tout cas, je trouve que le Super Bowl, c'est une formidable vitrine pour le cinéma. C'est incroyable, c'est génial. Et pour nous, les salles, c'est dingue parce qu'il y a une vraie hype autour de cette soirée. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent rien ou qui s'intéressent pas du tout au football américain, ils ont hâte du Super Bowl parce qu'ils savent qu'ils vont voir plein de modes annonces. C'est ça. Et tous les films que tu as cités sortent en salle, hein. C'est pas des films de plateforme. Et du coup, moi, je trouve ça génial parce que tous les ans, j'attends le lendemain et je me dis, j'essaye de voir de moins en moins de bandes annonces. Mais c'est vrai que je me dis, on parle jamais autant de cinéma sur les réseaux sociaux presque que le lendemain du Super Bowl. Donc, complètement. Surtout au niveau des grosses productions. Oui, voilà, bien sûr. Évidemment, là, c'est vraiment des gros blockbusters qui veulent cartonner aux États-Unis. Et moi, vraiment, cette année 2023, mais plus le temps passe, plus elle me hype et plus je me dis qu'il y a moyen que ce soit une des plus grandes années de cinéma de ma vie, peut-être, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses qui vont sortir. Je vais t'avouer que autant Ant-Man, le lapsus, Ant-Man, parce que on dirait un peu le tonton bourré, tu vois, Ant-Man. Non, Ant-Man me tente pas vraiment, mais alors c'est ce trailer des Gardiens de la Galaxie, alors je sais pas si un jour tu oseras le regarder, parce que je sais que tu te gardes souvent la surprise, mais là, vraiment, il y a un côté très sombre, voilà, on voit que les acteurs ont été dans leur dernier retranchement au niveau du scénario et du travail de leur personnage, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Et puis The Flash, en dehors de l'histoire de l'acteur principal, voilà, qui est un petit peu problématique, le film a l'air vraiment exceptionnel. Donc j'espère vraiment que tout ça va redémarrer ses licences, va redémarrer les gros crossovers auxquels on a eu droit il y a 10 ans, à l'époque où Iron Man a rencontré Captain America, ce genre de choses. On a vraiment hâte d'avoir un souffle nouveau au cinéma. Et puis voilà, des films comme 65, La Terre d'avant, qui sont des gros blockbusters qui viennent de nulle part. Sony te sort des trucs en disant, voilà, juste Adam Driver avec un gros flingue et des gros dinosaures devoir se battre sur une terre il y a des millions d'années. Je trouve ça extraordinaire de sortir encore des films comme ça. Mais c'est ça qui est génial. Et samedi soir, en zappant avant d'aller me coucher, je suis tombé sur Canal à 23h30 qui rediffusait Bullet Train. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un film que j'ai bien aimé, même si j'y ai trouvé quelques défauts. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir, comme Jungle Cruise l'année d'avant, des blockbusters qui viennent de nulle part, en fait. Qui sont pas le X, le numéro 12, la bande-annonce du film d'après et tout. C'est juste des films. Les producteurs qui osent sortir des trucs comme ça, mais un peu comme... il y en a beaucoup avec Dwayne Johnson, hein. Je pense à Skyscraper, que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, là, où il est coincé sur son immeuble, San Andreas. Récemment, il y avait eu aussi, son nom m'échappe d'un coup. Mais bref, pour tout ça, pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de films qui arrivent encore à s'extirper de tout ça et qui permettent un petit peu d'avoir un vent frais. Puis en fait, s'il y a pas de suite, tant pis. Et là, ce film 65 avec Adam Driver, j'ai vraiment hâte, quoi. Ça a l'air vraiment d'être un peu un ovni, on sait pas d'où ça vient, comme Bullet Train l'année dernière, encore une fois, ou comme Rampage, voilà, c'est ça que je cherchais aussi. Bon, certes, c'est tiré d'un jeu vidéo, mais on sait qu'il y aura jamais de suite, mais c'était cool à voir, et au moins pendant un temps. Donc
Vraiment, j'ai hâte de découvrir tous ces films. Et je pense que je vais craquer, je vais regarder quelques trailers quand même, parce que ça fait quand même envie. C'est clair. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y en a un qui m'avait marqué à l'époque, c'était Edge of Tomorrow, qui était arrivé vraiment de nulle part, en plein milieu des licences Marvel qui battaient leur plein, et qui avait fait quand même un sacré paquet d'entrées, et qui est encore diffusé à la télévision, on en parlera tout à l'heure, qui fait quand même des chiffres encore très corrects. C'est clair. En tout cas, la télévision va y rester, puisqu'on va passer à notre review, on va vous parler de Vortex, et on va tenter d'être le plus clair possible, le moins spoilant possible, et vous donner notre avis sur cette série de France Télévisions, et surtout peut-être vous parler en général des séries de France Télévisions qui, je suis désolé, me donnent vraiment envie. J'ai encore regardé des bandes annonces hier, parce que j'étais sur France Télévisions entre les choristes et Beau Geste. J'ai pu regarder donc ce dimanche les bandes annonces des prochaines séries qui arrivent sur France Télévisions, et ça a l'air vraiment vraiment top. Ils vont chercher des acteurs de cinéma maintenant pour jouer dans leur série. Donc voilà. En tout cas, on vous parle de Vortex. C'est parti. Alors, on est parti pour Vortex, cette série qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur France Télévisions, début janvier, avec des acteurs comme Thomas Sisley, non pas comme, avec des acteurs avec Thomas Sisley qui joue le personnage principal, et j'ai oublié malheureusement le nom de l'actrice qui joue avec elle. Je suis désolé, je n'ai pas bien fait avec lui. Je n'ai pas bien fait mon travail. Mais voilà, donc au niveau de l'histoire, le temps que David fasse ses recherches, c'est l'histoire d'un Camille Clarisse, voilà. Merci, Camille Clarisse, que j'ai vu il y a pas très longtemps dans l'Effondrement. D'ailleurs, si on aurait pu donner nos recommandations, on aurait pu parler de l'Effondrement sur Canal+, qui est une série qui me trotte encore aujourd'hui dans la tête, et si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Donc ça raconte l'histoire d'un policier en 1998 qui a un enfant, une petite fille, qui a une femme. Ils viennent de se mettre en couple, enfin ça fait 2 ans qu'ils sont en couple, et elle décide d'aller courir un matin. Lui décide de rester à la maison, et donc ses collègues policiers frappent à sa porte quelques heures plus tard et lui annoncent que malheureusement elle est tombée de la falaise et qu'elle est décédée. C'est cool, 25 ans. 25, oui. Ouais, c'est cool, 25 ans, on se retrouve en 2020... Non, c'est cool, 27 ans, voilà. 27 ans, on se retrouve en 2025, il est toujours dans la police, il a évolué, il a changé de grade, mais maintenant il existe une technologie, des drones font le tour, en fait, des zones de meurtre, enfin des scènes de crime. Des scènes de crime, et peuvent enregistrer, donc du coup, les scènes de crime sur un laps de temps donné, et ensuite on peut aller dans une salle en réalité augmentée, en réalité virtuelle, qui nous permet d'analyser la zone de crime, même si elle a été passée, ce qui est très utile puisque ça se passe en Bretagne et que forcément les marais n'aident pas vraiment à l'étude des scènes de crime. Donc il étudie cette scène de crime, et pendant qu'il étudie cette scène de crime, où a eu lieu du coup l'accident de sa femme, il se retrouve à voir sa femme dans ce fameux lieu en réalité virtuelle. Il l'appelle, elle répond. Il se rend compte qu'il peut communiquer avec elle. Elle est en 98, une semaine avant son accident. Il est en 2025, lui, il s'est remarié, il a un fils maintenant, en plus de sa fille qui a grandi, qui est devenue médecin, et donc il va décider d'aller vers elle, et tous les deux, ils vont essayer de la sauver, elle, et de savoir ce qui s'est passé en 98, comment elle est décédée. Et alors, c'est pas un spoil, on l'apprend très vite, elle n'est pas morte accidentellement, il y a eu un meurtre, et donc ils doivent trouver le meurtrier. Pitch de base, correct. On est au premier épisode, il y en a 6, de 50 minutes à peu près chacun. Ouais, c'est ça. Et on va le dire tout de suite, c'est une série qui est vraiment exceptionnelle. Dans son traitement des personnages, dans son traitement de l'histoire, dans le traitement du voyage dans le temps aussi, qui est pas évident, hein, vraiment. Il y a beaucoup de films et de séries qui se sont cassés la tronche. Tu en parlais avec Année Zéro sur M6, qui s'est vraiment cassé la tronche à ce niveau-là, qui était vraiment pas passionnant. Là, pour le coup, on est pris du début à la fin. Alors, je vais être franc, je connais des personnes qui n'ont pas aimé, ma maman, entre autres, qui a essayé de regarder, qui n'a pas aimé le côté science-fiction, l'a rebuté tout de suite. Et ils n'ont pas continué la série après, parce que malheureusement, ce côté voyage dans le temps, ça les a... ils se sont pas sentis impliqués dans le scénario. On va encore nous prendre pour des frères, hein, mais ma maman, c'est pareil. Et ben voilà. Elle a regardé le premier épisode, elle m'a dit c'est bien, mais j'étais très déstabilisé par le voyage dans le temps. Voilà. Parce que je peux comprendre que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de voir de la science-fiction. C'est ça. C'est pour ça aussi, c'est que c'était casse-gueule, et que ça a quand même fait des scores plus de 4 millions d'audience, terrassé TF1 tous les lundis. Sur une tranche d'âge qui d'habitude ne regarde pas
France 2, alors qu'ils l'ont sûrement regardé via France TV, mais pour le coup ça veut dire que la plateforme fonctionne, que des jeunes ont France Télévisions, et que du coup ils ont quand même du succès par rapport à ça, donc c'est cool quoi. Oui, avec le linéaire quand même largement devant, hein, puisqu'on est environ à 4 millions 2 d'audience pour les premiers épisodes, et il y a eu environ 1 million de visionnages sur France.tv, donc c'est énorme pour France.tv, mais ça montre quand même que la télé, encore une fois, reste un média privilégié, puisque beaucoup de gens l'ont regardé quand même en direct, si je puis dire, même si c'est pas du direct stricto sensu, mais l'ont vu le lundi soir à la télé. Donc ça a été vraiment un raz-de-marée. Je sais pas si France 2 s'y attendait, mais en tout cas, je rebondis sur ce que tu dis, que ce soit effectivement le casting, hein, je rappelle, tu disais Thomas Sisley, Camille Clarisse, il y avait aussi Zineb Triki, qui joue Parvana, donc sa deuxième épouse. On a le fameux Eric Pucheux qui joue Nathan, son meilleur ami, et j'ai trouvé que vraiment à la fois c'était très joli, très chouette, avec ce fameux mur de LED, hein. C'est pas sur fond vert, c'est un mur de LED. Moi je connaissais pas cette technique, mais que visiblement on a entendu sur Europe 1 Thomas Sisley expliquer que ça venait du Mandalorian sur Disney+, et que du coup c'est une technologie que France 2 avait récupérée pour Vortex. C'est hyper ambitieux en fait comme série. En fait il faut comprendre que c'est une technologie, donc c'est un panneau LED géant qui fait plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres de large, sur laquelle on va imbriquer en fait un fond on va dire en semi 3D, avec de la profondeur, et le gros avantage de ce panneau LED par rapport aux technologies habituelles comme les fonds verts ou les simples écrans comme on voyait dans les années 50 quand les gens conduisaient leur voiture et qu'il y avait un panneau qui passait derrière, c'est que les angles de caméra vont permettre à l'écran qui est derrière, l'image qui est derrière, de bouger pour changer l'angle en fait. Donc la caméra est reliée à cet écran, et chaque mouvement de caméra va changer le fond pour qu'il y ait toujours cet effet de perspective, cet effet de mouvement en décor réel. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper impressionnant, et ça marche très très bien dans cette série. Ouais, c'est très très bien fait, et puis encore une fois, moi, la réalisation, les effets spéciaux, et surtout le scénario qui était on se fait avoir. Ouais, on se fait avoir, c'était très 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 bien ficelé, c'était très prenant. Moi, j'avoue que la fin m'a tiré une petite larme, alors que Dieu sait si ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça devant une série. C'était vraiment très prenant. 6 épisodes, c'était bien, je trouve, parce que l'histoire avait pas besoin de beaucoup plus pour se développer. S'il y en avait eu 8 ou 10, peut-être que ça aurait été un peu long. 4 n'aurait sans doute pas été suffisant. 6, c'était bien. On avait le bon format. Je me suis, on va dire, auto-retenu de la binge-watcher, parce que j'aimais tellement que j'ai regardé les 2 premiers épisodes, puis après j'ai dû en regarder un par semaine pour faire durer le plaisir. Ah oui, quand même. Ouais, et j'étais vraiment happé par cette série. Comme tu le disais, en parallèle, il y avait Année Zéro sur M6 qui était pour moi bien décevant. D'ailleurs, j'ai vu que sur MyCanal, ils avaient remis les épisodes 3 et 4, j'ai jamais vu la fin. Donc peut-être que je la regarderai pour me faire un avis, mais c'est vrai que les premiers épisodes souffraient énormément de la comparaison. J'avais regardé le premier jour les 2 épisodes premier de Vortex et le premier d'Année Zéro, ça n'avait rien à voir. Rappelons que arrive très bientôt je sais pas comment on prononce, c'est l'arrobase, advenir, avec Kev Adams sur TF1, qui va arriver le lundi soir après la série de films Astérix et autres qu'on a actuellement. Donc c'est assez casse-gueule parce que, comme tu le disais, la science-fiction, il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez hermétiques. Mais justement, dans Vortex, je trouve que il y avait la petite dose qui faisait que c'était de la science-fiction, mais tout de même, c'est quelque part, il y a les intrigues qui vont avec, qui font un peu oublier ce côté-là. Et j'ai d'ailleurs un proche, sans révéler son âge, mais qui a 70 ans passés, et qui m'a dit, moi, la science-fiction, j'ai un petit peu de mal, mais là, j'ai regardé, ça m'a rappelé Retour vers le futur, il a trouvé ça génial, il a regardé ça aussi d'une traite, et les audiences ont été très très bonnes, et vraiment, merci France Télévisions d'oser ce genre de choses, et puis, merci Critflix, parce que franchement, moi j'avais pas du tout prévu de la regarder. Et je me suis dit, je fais une chronique télé, il y a une nouvelle série télé qui passe, tout le monde en parle, et surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fameux jour de diffusion de Vortex, où tous les programmes de France 2 avaient mis le logo de France 2 de 1998. Par moment, il y avait sur tous les programmes, alors il y a des gens apparemment qui ont appelé le service France Télé en disant, ma télé, il y a un problème sur France 2, ou qui ont appelé leur antenniste en leur disant, je dois avoir un problème d'antenne. Forcément. Mais en fait, volontairement, sur leur programme, par moment, France 2 a fait trembler, bouger l'image, comme s'il y avait une faille dans le vortex, et hop, on a vu une image de 98 apparaître quelques secondes et repartir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, l'idée est géniale, il faut que je regarde quand même ce que ça donne. Et sans cette émission, je l'aurais sans doute jamais regardé. Et je trouve que le mot d'ordre, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire absolument, c'est oser vous lancer dans des choses qui ne vous correspondent pas, qui vous attirent pas spécialement. Et tu vois, il y a quelques jours, tu me disais que les séries Canal
t'attirait pas plus que ça finalement, puis là visiblement t'en as vu une que t'as adorée. Ouais, je peux en parler 2 minutes, c'est l'effondrement, et en fait c'est pareil, c'est de l'anticipation, voire de la science-fiction, mais c'est quand même plus de l'anticipation, et la série est sortie vraiment on va dire en quinconce avec le premier confinement, et ça raconte l'histoire de l'effondrement de la société sur à peu près 150 jours, ça se passe sur 8 épisodes pardon, et en fait on va avoir, chaque épisode s'appelle J plus autant après l'effondrement. Donc on va commencer à J1, c'est-à-dire que c'est un jour après l'annonce critique d'un problème économique mondial, et donc on va suivre un jeune homme, par exemple, qui travaille dans un supermarché, et voir les conséquences que ça va avoir sur les rayons, sur les clients, sur l'état d'esprit des gens. On va ensuite passer à J plus 30, qu'est-ce qui se passe après 30 jours, il commence à y avoir les pénuries d'essence, il commence à y avoir les gens qui s'énervent, il commence à y avoir la police qui utilise sa force contre les citoyens. On va arriver un peu plus tard, les problèmes d'usines nucléaires, puisqu'il n'y a plus d'électricité, il faut réussir à les maintenir froides, et donc il doit y avoir un enchevêtrement. Et donc tout ça, c'est des petits courts-métrages d'une vingtaine de minutes qui vont se cibler sur un personnage ou plusieurs personnages qu'on va peut-être retrouver un peu plus tard, mais pas forcément. Et voilà, et en fait, tout ça crée un ensemble sur, on va dire, un peu moins d'une année. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le dernier épisode, on peut se dire, wow, c'est peut-être de trop. Et en fait, le dernier épisode, c'est à J-5. Ouais. Que s'est-il passé 5 jours avant ça? Est-ce que on aurait pu l'anticiper ou pas? Et donc la série donne la réponse, et c'est vraiment extraordinaire. Donc quand j'ai vraiment fini cette série, je l'ai regardée d'un trait, ça m'a pris une petite après-midi, et j'ai vraiment bloqué sur mon siège. Et Vortex a eu un peu cet effet-là, de se dire on va aller prendre des choses réelles et on va réussir à les implanter dans le scénario pour t'attirer. Et le 98 est pas une date anodine. Oui. Parce que en fait, ça a été vraiment un jour. Moi, je me sens un peu moins concerné. J'habitais pas encore en France en 98, mais j'ai bien compris que la finale de la Coupe du Monde, ce fameux 3-0 contre le Brésil, a marqué l'histoire de la France autant qu'un événement politique. Et c'est devenu d'ailleurs un événement politique. Hein. Et donc du coup, ils utilisent cet ancrage-là de 98 pour créer des marquages temporels dans la série qui sont hyper faciles pour les Français à repérer parce que ils ont vraiment existé. Et ça permet de se dire ok, on est une semaine avant, on est 3 jours avant la finale, on est et donc en fait c'est très très simple de se repérer dans la série. Et encore une fois, comme tu le disais, c'est pas l'élément principal du film, n'est pas le voyage temporel. C'est vraiment juste un homme qui essaye d'empêcher sa femme de mourir tout simplement avec des solutions diverses, et la complexité malheureusement de s'être remarié, d'avoir un fils, et toutes les conséquences que ça peut avoir, le fameux effet papillon. C'est ça qui était très intéressant, je trouve, c'est ce côté où il se dit bah voilà, si je sauve ma femme, est-ce que je vais pas faire disparaître celle que j'ai maintenant? C'est ça. Parce que certes, j'ai envie d'empêcher mon ancienne femme de mourir, mais j'ai pas envie de perdre l'amour que j'ai pour ma femme maintenant. Et ça, c'était bouleversant, c'était vraiment bouleversant. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais parfois il faut un peu se bousculer. Et je discutais avec quelqu'un de plus jeune que nous, donc c'est dire si la personne était très jeune, non mais quelqu'un on va dire qui a une dizaine d'années de moins que nous il y a quelques jours, et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose dont on vous parle un petit peu sur Critflix quelques fois, et qui me disait je débranche de plus en plus Netflix parce que je me rends compte que Netflix je ne sors pas de ma zone de confort, et voilà. Je regarde que des choses qui m'intéressent, qui me plaisent, et bien que c'est une personne voilà qui a une dizaine d'années de moins que nous, elle me dit j'ai quand même grandi avec la télé, et je me rends compte de combien de choses comptent pour moi aujourd'hui, de films ou de séries que j'adore parce que je les ai vus à la télé. Elle dit du coup maintenant je me force à me dire bah tiens, ce soir je prends mon programme télé, je choisis un truc que j'aurais pas regardé sinon. Voilà. Et elle me dit je découvre plein de choses comme ça, et je lui dis c'est marrant parce qu'on va parler de Vortex dans notre émission lundi, et c'est exactement ce que je voudrais dire aux gens. C'est que parfois se donner un petit coup de pied aux fesses et se dire allez, moi je sais que 10% par exemple, au début j'y allais un peu à reculons, et aujourd'hui c'est une de mes séries préférées. Vortex c'est pareil, et j'espère, je me dis de temps en temps peut-être que je la reverrai, parce que avec le temps j'aimerais pas me dire ah oui c'est vrai c'était cool ça dans le temps. Non, c'était pas juste cool, c'est vraiment une série incroyable. 6 épisodes c'est vite vu, hein. Encore une fois en un après-midi ça peut se faire plus ou moins, mais vraiment c'est très rare qu'à ce point le public et la critique aient été unanimes, et les gens qui n'ont pas aimé, encore une fois, c'est le côté science-fiction qui les a dérangés, mais pas la qualité intrinsèque de la série. On va reparler de ma maman encore une fois qui m'a dit je trouvais que c'était super bien joué, l'intrigue était intéressante, mais moi voilà ça m'intéresse pas trop, dès que ça rentre dans des choses comme ça qui sortent un peu du commun, je me suis dit que c'était pas pour moi. Mais voilà, donc vraiment un gros coup de cœur de ce début d'année. On parlait des séries France Télé, il y a l'Abîme qui vient de sortir, malheureusement j'ai pas eu le temps de la commencer, mais j'aimerais bien essayer de la voir et vous en parler dans les prochaines semaines, parce qu'on sait que c'est la grosse série du moment,
qui fait beaucoup de bruit et puis surtout qui a fait plus de 4 millions de téléspectateurs aussi. C'est des chiffres à la Vortex. On sait que quand c'est des polars, de toute façon, ça marche plutôt bien. Ça a l'air d'être plus classique que Vortex, mais quand même, j'en ai lu vraiment des critiques excellentissimes aussi. Donc France Télé, vraiment, bah voilà. Merci de nous proposer tout ça parce que c'est très ambitieux. Et d'ailleurs, merci à Thomas Sisley, qui est un acteur extraordinaire, parce qu'en fait, je comprenais pas trop le succès de Balthazar, qui passe sur TF1, qui est avec Thomas Sisley, dont il fait la dernière saison, là, elle est en train d'être diffusée, il avait dit qu'il en ferait pas d'autres. Et je comprends, en fait, le succès, parce qu'en fait, c'est un personnage, enfin, c'est un acteur qui arrive à créer des personnages hyper attachants, qui a un côté un petit peu humour, en fait, qui arrive à prendre le contre-pied du drame, en fait, parce qu'il faut savoir que dans Balthazar, il joue un médecin légiste, qui est un peu à la mode d'HPI, c'est-à-dire qu'en fait c'est des personnages qui sont un peu atypiques, qui aiment bien rigoler de situations un peu dramatiques, et donc ça détend un peu l'atmosphère et les gens aiment bien. Et là dans Vortex, au début, on a cette impression-là aussi, je sais pas si tu te rappelles dans ce premier épisode, parce que moi, du coup je sais pas, toi aussi t'as dû le voir 2 fois parce que tu l'as présenté oui j'ai avec vu tu l'as vu avec quelqu'un, quand il arrive chez lui le soir et qu'il rigole du fait, et j'ai trouvé en fait le parallèle très sympa parce que c'est d'un naturel, sa fille est lesbienne, et en fait on se rend compte très vite via les dialogues qu'il n'aime pas la copine avec qui elle est retournée. Et il y a toute cette voilà, il y a tout ce dialogue, en fait, tout ce moment autour de la table où on se rend compte, et en fait, on se dit OK, il y a des moments dans la série où je vais me marrer. Et ça c'est cool en fait. Et il y en a avec ce personnage, j'ai oublié son nom, mais de flic, cette femme qui est complètement monomaniaque avec ses paquets de thé là, il faut pas toucher dans son bureau, et que finalement pour arriver à ce qu'il puisse voir piquer le dossier de son ex-femme qui est morte, il va juste lui enlever, comme elle a des tocs, lui enlever un truc de son étagère et aller le mettre ailleurs, et elle va péter un câble. Donc du coup, il y a aussi ce petit fil d'humour qui fait qu'on se marre aussi devant Vortex, on rit, on pleure, et on est ému, et c'est vraiment c'est un magnifique pot pourri, comme on dirait, un mélange de tout ça, et vraiment c'est une série que j'espère, je me répète, mais avoir en tête encore très longtemps, parce que c'était vraiment très très chouette. En espérant qu'il la rediffuse en linéaire. Dans tous les cas, c'est disponible sur France Télévisions jusqu'au mois de mars, en espérant peut-être qu'il prolonge, parce que parfois les dates sont un petit peu approximatives, et ensuite il prolonge s'il y a encore des vues, donc voilà, à voir. De toute façon le programme leur appartient, donc dans tous les cas s'ils veulent le continuer sur France Télévisions, ils pourront le faire. Bien sûr, et je pense que France.tv, faudrait qu'on en reparle, parce qu'on en avait parlé il y a 2 ans, mais c'est vraiment une plateforme topissime, parce qu'elle est gratuite, parce que vraiment vous avez plein de films, il y a des cycles, ça change tout le temps, il y avait du cinéma d'animation à Noël, il y a eu des westerns en janvier, et bah voilà, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit, et c'est pas gratuit à la Pluto TV avec plein de pubs, hein. C'est le service public. Avant j'aurais dit c'est votre redevance qui vous le paye, mais elle a disparu récemment. Mais voilà, c'est vraiment c'est une plateforme, moi quand je l'ai découvert, j'étais vraiment hyper enthousiaste, et je continue de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens forcément d'avoir Netflix, d'avoir Disney, d'avoir tout ça, et qui ont accès quand même à un sacré catalogue de séries et de films gratuitement grâce à France.tv. Et n'oubliez pas que France Télévisions, effectivement, ça représente les chaînes France Télévisions, mais vous avez aussi France TV Slash, qui est une partie de France TV qui vraiment s'attarde sur tout ce qui est adolescence et post-adolescence, où vous allez avoir des sujets de fond vraiment très modernes sur le transgenre, sur les problèmes psychologiques qu'on peut avoir à l'école. Il y a des séries qui sont liées, qui sont multimédia, c'est-à-dire que c'est des séries que vous allez retrouver et sur les réseaux sociaux et en même temps sur France TV Slash, et en fait vous allez pouvoir sur Instagram suivre la suite de l'épisode. Enfin voilà, avec des espèces de faux comptes des personnages des séries. Vous avez Last Man aussi qui est disponible, qui est une très très bonne série d'animation que je vous conseille, qui est disponible sur France TV Slash. Enfin voilà, ils osent énormément avec Slash. Je vous incite à vous abonner à leur compte Instagram, où ils diffusent énormément de sujets de fond de société, et qui concernent les plus jeunes autant que les plus vieux, et parfois on se sent un peu lésé, parce que c'est vrai que moi je tombe sur des sujets de France TV Slash, où parfois je me dis je suis peut-être un peu vieux, et en fait on s'y intéresse et on se dit ah bah non, en fait c'est juste que voilà, je suis pas forcément le premier intéressé, mais c'est des sujets qui font partie de l'actualité, qui font partie de cette société dans laquelle on vit, et c'est hyper intéressant. Donc merci en tout cas France Télévisions et le service public de nous proposer ça, parce que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir tout ça à disposition gratuitement, quoi. Eh ben écoute, de toute façon, on va continuer à les remercier, on va continuer notre chronique, et on va finir cette review, je vais y arriver. On va finir cette review et on va passer à ta chronique télévision.
Eh ben écoute, on est parti pour notre chronique télévision, enfin ta chronique télévision à laquelle je participe ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est un peu notre chronique quand même, oui. Et du coup, on va commencer comme d'habitude avec les audiences. On est vendredi si vous nous écoutez le premier jour où sort cette émission, mais on va vous parler des audiences de dimanche dernier. Oui, on va même remonter jusqu'à vendredi dernier, puisque vous le savez, le vendredi, on s'y intéresse particulièrement. Je vais avoir la mauvaise nouvelle de vous dire qu'on va moins s'y intéresser à la rentrée, puisque le cinéma va déserter beaucoup de chaînes de télé, y compris M6, qui s'était installé dans la durée sur cette case-là. C8, on se disait que peut-être après les vacances reprendrait du cinéma, ils n'en reprendront pas. Donc, on va déjà s'attarder sur ce vendredi et le carton de Vaiana sur M6. Alors, je t'avais envoyé une petite capture d'écran parce que j'étais tombé sur la meilleure boulangerie en fin d'après-midi. Alors, avec un logo Vaiana énorme tout au long. Et moi, je me disais, des fois, ça arrive, il y a des petits encarts qui arrivent et qui s'en vont. Mais là, non. Il y avait Vaiana qui était là tout le long de l'émission. Et franchement, avec presque 2,5 millions de téléspectateurs, c'est vraiment un très bon score pour M6. Alors, on précise encore une fois, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois. On va comparer des chiffres qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que quand on vous dit que 3 millions pour TF1, c'est pas mal, mais, et qu'on vous dit que 2,5 millions pour M6, c'est très bien, faut bien comprendre encore une fois que, comme tu le dis à chaque fois, plus on recule dans les chaînes, et plus le score, et un score peut être facilement appréciable. Évidemment, on a fait ce geste réflexe, comme l'appellent les spécialistes des médias, qui font que beaucoup de gens, alors moi de notre génération, mais plus âgés, vont allumer leur télé, vont mettre le bouton 1, et vont rester sur la 1 tout le temps. Ou s'attarder sur les 3 premières chaînes, comme c'était le cas. S'attarder sur 1, 2, 3, et pas aller, évidemment, vous avez plus de chances de faire de l'audience si vous êtes le numéro 1 que le numéro 27. Et 2,5 pour Vaiana, un vendredi soir, c'est très bien, d'autant que, comme on vous le dit, comparons ce qui est comparable, ils ont battu TF1 ce jour-là, bravo. Qui avec les 12 coups de la Saint-Valentin, les 12 coups de l'amour, je crois, ne fait que 2,3 millions, donc c'est 100 000 téléspectateurs de plus pour Vaiana. Vaiana, deuxième de la soirée, c'est Crime dans l'Hérault qui arrive numéro 1 sur France 3. Évidemment, heureusement qu'on a beaucoup de régions, parce que sinon ça tournerait en rond. La saga Crime cartonne, et d'ailleurs j'ai entendu un sujet passionnant là-dessus dans Culture Média l'autre jour, où on nous expliquait du côté de chef, c'était sur le carton des combattantes sur Netflix, qui expliquait qu'en fait ces épisodes de Crime cartonnent en Asie, notamment où ils achètent des films, des séries comme ça, des téléfilms pour leur chaîne de télé, du câble et du satellite, qui passent que des styles Polar Plus dont on vous a parlé il y a quelques semaines. Mais étrangers. Voilà. Et donc ils passent, faut savoir qu'au Japon et au Vietnam, les Crimes dans l'Hérault ou ailleurs, ça marche. Donc chez nous, ça a été encore premier. Mais je le note parce que c'est important de dire que Vaiana a vraiment une très belle deuxième place. On va être très attentif à ce soir, c'est Aladdin, le live action qui passe en prime time sur M6, d'autant que je me suis rendu compte que j'ai oublié de la semaine dernière de vous dire, enfin c'était pas un oubli, c'est que j'avais omis cette information, c'est un inédit. Ce sera sa première diffusion à la télé, et il y a comme moi j'ai Canal et qu'il était sur Canal il y a encore pas très longtemps, j'avais l'impression que c'était la deuxième fois, mais non, ce sera la toute première. Donc de l'inédit un vendredi soir, on va vraiment voir ce que ça peut donner, mais il y a moyen que ça cartonne. Et après, vendredi, on avait 7 ans au Tibet qui a fait presque 1 million sur France 5. Super. Donc, bonne audience. Ça fait 2 fois que France 5 France 5 un peu, le vendredi soir, l'horloger de Saint-Paul, 7 ans au Tibet. Et donc, ils pérennisent cette case cinéma du vendredi soir, pour le coup, eux, avec des grands classiques du cinéma, pas seulement français. La preuve avec 7 ans au Tibet, et c'est très bien. Et à noter qu'à la 7e place, y a que la vérité qui compte sur C8, c'est ce qui remplace le film. Y a que la vérité qui compte, c'est une émission culte de TF1 des années 2000, 3, 4, 5. Bataille et Fontaine qui passait en deuxième partie de soirée. Et pour info, ils ont fait 545 000, et on sait que point de vue cinéma, leur ambition c'était 500 000. Donc là, ils arrivent à les passer avec cette émission. Donc malheureusement, si ça continue comme ça, il est possible qu'on revoie pas de cinéma de sitôt sur C8, mais bien évidemment, on vous tiendra au courant. Bien sûr. Je voulais vous indiquer quand même une information audience pour le samedi soir. On en parle assez peu du samedi, mais samedi dernier, France 2 a tenté un coup de poker. France 2, le samedi soir, c'est historique depuis des décennies, c'est du divertissement. D'ailleurs, la semaine prochaine, là, vous allez avoir le 18 janvier, 100% logique, la réponse est sous vos yeux, par Cyril Ferraud, vous avez les grosses têtes, vous avez Fort Boyard l'été, enfin voilà. Et là, ils ont tenté justement de placer un téléfilm, une création originale, à eux qui s'appelle La Vengeance sans visage. Il paraît que c'était très bien. Et alors, ils ont tenté ça, ils ont dit on va voir, si on met un téléfilm le samedi, ce que ça donne. Résultat, boum, première place, 4,7 millions. Vache. Alors, pour vous dire, le premier, la veille, n'était qu'à 3,9. Le vendredi soir avec Crime dans l'Hérault, la 4,7. C'est fou. C'est énormissime. Il paraît qu'il était très bien aussi, donc ça fait encore un truc à rajouter. Je me dis que j'essaierai de le voir. On va arrêter toutes nos plateformes, on va garder que France Télévisions. C'est ça, mais du coup, pour vous donner un ordre d'idée, TF1 a diffusé la finale de Ninja Warriors, qui a fait 2,2 millions. Il paraît qu'ils sont plantés. Donc 2,2 et 4,7, ça fait 2,5 millions de plus, c'est plus du double pour France 2. Mais ça sentait qu'il y avait un ralentissement cette année de Ninja Warrior, et je pense que les gens ont simplement
entendu un programme plus intéressant, parce que la semaine dernière, ils avaient fait 3, quelques millions pour Ninja Warrior, et je pense que là, tout simplement, les gens sont plus intéressés, mais ils avaient que ça à regarder, entre guillemets. Ouais. Et donc là, effectivement, le téléfilm inédit. Le téléfilm a cartonné, donc, à mon avis, France 2, on risque de remettre des téléfilms le samedi. C'est chouette. Et enfin, dimanche soir, tu l'as indiqué sur nos réseaux sociaux ce matin, ça y est, le record est tombé. Le record est tombé jusqu'à présent. Le film qui avait fait le plus d'audience en 2023, c'était le 1er janvier. Ouais. C'était L'Appel de la Forêt. Ouais. Alors, il est tombé de peu, L'Appel de la Forêt avait fait 5,1 millions. Ouais. Et là, on est à 5,178. Donc, pour 70 000 téléspectateurs de plus. C'est le carton énorme d'Alibi.com. Franchement, la semaine dernière, tu m'avais annoncé en pronostic 4 millions et je t'avais trouvé optimiste. Bah, j'étais très loin du compte. Tu vois, finalement. Puisque 5 178 000, c'est énorme. Ouais. C'est d'autant plus énorme qu'on vous le dit à chaque fois dans cette émission. Quand un film est rediffusé, il fait en général toujours moins que la dernière fois, et là c'est pas le cas. Surtout qu'il a été diffusé l'année dernière à la même période. Diffusé le 6 février 2022, donc il y a très peu de temps, et il avait fait 4,7 millions. Donc là il fait presque 500 000 téléspectateurs de plus. Pourquoi ? Bah parce qu'il est en salle actuellement, et c'est là qu'on vous dit c'est du gagnant-gagnant. J'ai été voir sur le site où je vais voir mes audiences le matin, les commentaires des gens, et beaucoup ont mis « Ouais, super, on l'a regardé hier en attendant d'aller voir le 2. » Et voilà. Ou à l'inverse, « Oh, j'ai vu le 2, du coup j'avais envie de revoir le 1. » Voilà. C'est vrai qu'il marche plutôt bien, il démarre bien à Alibi.com dans nos salles. Et les notes sont bonnes. Ouais. C'est surtout ça, c'est la première, enfin c'est pas la première fois, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une comédie française premier degré où les gens sont en mode bah je me suis amusé et tant mieux quoi. Voilà, donc ça fait plaisir. Après il arrive vraiment à l'inverse d'un carton, enfin Astérix qui était annoncé comme un carton à 65 millions d'euros où les gens ont dit bon bah l'argent est passé où ? Là le film a coûté 18 millions d'euros, ça se passe dans une baraque, c'est très très simple à comprendre, tout le monde peut y aller, donc voilà, il y a quand même une recette de la bande à Fifi qui fonctionne quoi. C'est ça. Et du coup là effectivement c'est du gagnant-gagnant. La télé a surfé sur la pub Alibi.com 2 qu'on voit partout, et c'est un film TF1, Alibi.com 2, donc en repassant le premier, ils savent très bien que les gens vont aller voir le 2 par la suite. Et nous, on va le voir, je suis sûr, sur nos entrées en salle, qui risque tout à coup d'avoir un soubresaut. Le film est sorti il y a quelques jours seulement, mais il risque d'avoir un soubresaut là, grâce à TF1, donc encore une fois, la télé et le cinéma, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des moyens complémentaires de voir des films. Exactement. À la deuxième place, c'était McDonald's et Dodds, la nouvelle série d'enquête de France 3, historique du dimanche soir, c'était Derrick il y a quelques années. Et c'est vrai que sur France 2, alors, j'aime beaucoup parce que c'était sur France 2 et ça a fait 2,222 millions. 2 222 000 téléspectateurs, ça fait beaucoup de 2. Mais c'est que 11% de part de marché. Par contre, Les Choristes, c'est vrai que c'est un peu décevant. Je pense que c'est un film culte. Ça fait quand même pas mal de fois qu'il est rediffusé. Ouais, c'est vrai. Et autant sur d'autres, ça marche un peu mieux. Des multi-rediffusions. On peut penser à la 7ème compagnie ou autre. Ça. Mais là, c'est vrai que Les Choristes, je pense qu'Alibi.com, c'était un rouleau compresseur de toute façon. Les gens ont besoin de plus de ça parce que Les Choristes, faut quand même avouer que ça reste une comédie, mais c'est aussi un drame. Oui, bien sûr. Et là, les gens ont besoin de se marrer. Donc, c'est Alibi.com, ça fonctionne forcément mieux. C'est ça. Voilà, en ce moment. Et c'était pas vraiment une grosse contre-programmation. Je pense que, imaginons Les Choristes il y a quelques semaines face à Invisible Man, par exemple, peut-être qu'il aurait fait beaucoup plus. Bien sûr. Mais là, voilà, c'était français contre français, effectivement, comédie contre film plus dramatique. Zone interdite ensuite 2 millions 2 et Starship Trooper. Très bon score, 1 183 000 téléspectateurs. Bravo Arte, on sait que vous nous écoutez toutes les semaines, mais vraiment bravo à vous pour tous ces scores, à chaque fois à chaque fois on parle de vous, quoi. Oui, et c'est beaucoup plus que Robocop, on avait été déçus la semaine dernière, qui avait fait autour de 700 000 téléspectateurs. Ça, 1 183 000. Non, c'est très bien. Sacrée performance. C'est chouette. Ensuite, on a eu Peur sur la ville sur C8, 681. Astérix et la surprise de César, un peu plus bas sur Sister. Sister qui, avec 495 000 téléspectateurs, qui dépasse TFX, et c'est 452 000 pour Edge of Tomorrow. Après Edge of Tomorrow, il a été diffusé, je me souviens, en seconde partie de soirée, il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an, donc je pense vraiment que bon, là il a fait ses... Moi c'est mon film préféré de ceux qui sont passés hier soir, même si j'ai pas vu Starship Trooper. Et La Belle et la Bête sur W9 version Vincent Cassel qui ne fait que 441 000. C'est pas énorme, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir Sister qui est comme son nom l'indique, Sister c'est l'acronyme de, c'est pour, ça fait Sister, mais c'est surtout Terre qui veut dire 3 quoi. C'est la 3e chaîne du groupe M6, W9 étant la 2e, et c'est rare de voir la 3e passer devant la 2e, et là ça a été le cas avec le très beau score d'Astérix. Et puis né en Chine, 156 000 téléspectateurs. Certes, c'est pas beaucoup, mais par rapport à vendredi soir, je fais un petit retour en arrière. Je vous avais parlé la semaine dernière de Love Life, qui a fait cette semaine
0,3% de part d'audience et 60 000 Oh là téléspectateurs. là, mon Dieu. Donc c'est vraiment une catastrophe terrible. industrielle. Catastrophe industrielle. TF1, dès ce vendredi, on vous l'a dit la semaine dernière, passe Man in Black, il repasse sur du cinéma, ce qui va leur permettre, je pense, d'arriver sans trop souci à 300, 400, 500 000 téléspectateurs. Mais là, Love Live, dans leur cycle Saint-Valentin, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que vaut la série, mais vraiment, hein, je l'ai noté, 60 000 téléspectateurs, c'est rikiki. Ouais. C'est rare d'être en dessous des 100 000 téléspectateurs pour une chaîne de la TNT, ouais, c'est quand même rare. Hein. C'est rare, bien sûr. Et d'autant qu'en face, aussi, on le précise, hein, l'avant-dernier, c'est Energy 12. On vous a annoncé sur le Discord, tiens, allez nous rejoindre, n'hésitez pas, il y a quelques temps que Energy 12 tentait un gars, une fille en prime time, et ça a fait 79 000 téléspectateurs, 0,4%. C'est-à-dire que la chaîne 12 et la 20 sont à 0,4 et 0,3. À L2, si on additionne leur score, ça fait même pas 140 000 téléspectateurs. C'est vraiment, quand je vous dis Rikiki de chez Rikiki, donc voilà pour les audiences. Alors, on parle de tous les programmes que l'on diffuse, mais on parle également des programmes que l'on ne va pas diffuser, comme par exemple, tu nous annonces qu'il n'y aura pas de Danse avec les stars cette année. Pas de Danse avec les stars en 2023, moi personnellement c'est pas ma cam, mais je sais que c'est une info qui parle à beaucoup de monde. Ouais. C'est un programme présenté par Camille Combal, hein, que j'aime beaucoup comme présentateur d'ailleurs, mais qui ne sera pas à l'antenne en 2023. C'est une surprise, c'est Clément Garin, journaliste média, qui l'a annoncé sur sa page Instagram, tout simplement parce qu'il n'y aura pas la place pour le diffuser cet automne sur TF1, puisque entre The Voice Kids, entre la Star Academy qui va revenir, mais visiblement en long format, on a eu que 6 semaines cette année, là on parle plus de 12 semaines, et la Coupe du Monde de rugby 2023 qui aura lieu en France, et ben pas de place pour Danse avec les stars. Beaucoup se sont inquiétés et pensaient peut-être que l'émission allait disparaître parce qu'on sait que les audiences étaient plutôt en baisse, mais chez TF1 on a dit que non, pas du tout, elle était simplement déplacée en 2024. D'accord. Alors les spéculations vont montrer, est-ce que ce sera du coup en début d'année, à la place de Ninja Warriors, ce qui fait pas de bonnes audiences par exemple en janvier ou février, ou est-ce qu'elle reviendra simplement en fin d'année, en octobre ou novembre, donc que les fans se rassurent, c'est une parenthèse, pas de Danse avec les stars en 2023, mais elle reviendra en 2024. On enlève un programme, mais on rajoute une chaîne. Apparemment, Xavier Niel, le patron de Free, veut débarquer à la télé. Alors, il veut débarquer à la télé, mais pas en plus, mais à la place d'une chaîne. À la place. Puisque Xavier Niel s'est positionné, et ça fait grand bruit dans le monde des médias, c'est le grand patron de Free, hein, on le rappelle, c'est une grande fortune française, il est aussi actionnaire de Media One. Media One, c'est un groupe média qui appartient notamment à RTL9, dont vous parlez la semaine dernière, ou des chaînes comme AB1, qui est aussi le premier producteur français de fiction. D'accord. Ils ont réalisé énormément de fiction, notamment pour TF1 et pour France Télé, c'est l'occasion d'en parler. Et Xavier Niel est candidat pour obtenir la fréquence TNT numéro 6, c'est-à-dire pour remplacer M6. Il faut savoir que quand une chaîne de télé est à l'antenne, elle n'y est pas ad vitam aeternam, mais ses fréquences sont renouvelables au bout d'un certain nombre d'années, et c'est le cas notamment d'M6 dont la fréquence arrive à expiration le 5 mai prochain. D'accord. Et comme à chaque fois, eh bien, il y a des appels d'offres pour si quelqu'un veut remplacer M6. Et là, il se trouve que Xavier Niel s'est porté candidat, mais un candidat vraiment très sérieux en proposant ce projet de nouvelle chaîne qu'il appellerait l'A6 à la place d'M6 et qui proposerait donc, il le dit lui-même, hein, des fictions, de l'animation, donc l'animation française, du documentaire, de la captation de spectacles vivants en prime time. Il va tout faire, quoi. Une information sur le débat public et un engagement renforcé vers la création musicale. Ah ouais. Et il promet que s'il a cette chaîne, il participera avec un très haut taux de financement pour la production audiovisuelle et cinématographique en France. Donc, il veut remplacer M6 sur la TNT à partir du 5 mai. C'est fou. C'est une information qui est assez folle, surtout que on se dit que c'est quand même assez peu probable. M6, c'est quand même un grand historique de la télé française. On voit mal l'Arcom, hein, le gendarme de l'audiovisuel, faire disparaître M6 de la TNT, ce qui serait assez surprenant, encore une fois, puisque c'est un mastodonte de l'audiovisuel. On sait que déjà la fusion TF1-M6 ayant été avortée, on voit mal comment M6 pourrait disparaître. Bah oui. Mais en tout cas, Xavier Niel veut vraiment cette chaîne, même si du côté de M6, on lui rappelle que le canal 19, ex-France O, est actuellement vide. Hein. Si sûr. Vous allez sur la chaîne 19 sur votre télé, il y a rien. Ouais. Eh bien, M6 dit, non mais il a qu'à créer sa chaîne sur le canal 19. Évidemment, on vous l'a dit tout à l'heure, pas besoin d'être un grand financier pour savoir que le numéro 6 rapporte plus que le 19. Alors encore une fois, on voit mal l'Arcom déstabiliser le système audiovisuel français
en accordant cette chaîne à Xavier Niel, bien que il se fait vraiment très insistant. Il avait voulu racheter M6 en 2022, Oui. quand le projet de fusion TF1-M6 a été abandonné. Et surtout, il y a un article qui est sorti dans Le Point ce lundi 13 janvier, au moment où on enregistre, où il semblerait que Xavier Niel soit allé jusqu'au niveau de l'Élysée en faisant savoir qu'il voulait racheter cette chaîne. Oh là là. Et dans un contexte très particulier. Vous avez peut-être suivi des affaires de tension entre Cyril Hanouna, C8 et la ministre de la Culture, Bien qui sûr. a dit que C8, notamment suite à l'émission Touche pas à mon poste, les réactions de Cyril Hanouna face au député Louis Boyard, a un petit peu menacé C8 et CNews en disant qu'en 2025, les chaînes pouvaient disparaître, enfin, en 2025, ils renouvelaient leur fréquence, et que, vu ce qui se passait actuellement, c'était loin d'être garanti qu'ils conservent leur chaîne. Ah oui. Évidemment, tollé dans le groupe Canal, on a Cyril Hanouna qui a réagi en direct en disant moi, je sais que je serai encore à la télé dans 4 ans, une ministre, on sait très bien que ça reste pas. Donc, grosse tension, et il semblerait que ces tensions soient remontées jusqu'au sommet de l'État, et que Emmanuel Macron, d'après l'article du Point, aurait voulu un petit peu inciter Xavier Niel, plutôt qu'à racheter M6, à racheter C8 et CNews en 2025. Mais la réponse de Xavier Niel a été claire. Je ne suis pas intéressé par le rachat de C8 et de CNews, sauf en complément d'une chaîne que j'aurais rachetée précédemment. Autrement dit, cher Monsieur le Président, si vous voulez que je rachète C8 et CNews, il faut me lâcher M6 avant. Donc, on est vraiment dans un bras de fer, on se demande où ça va tomber. On rappelle qu'en 2025, il y a aussi les chaînes groupe Énergie, notamment Énergie 12, qui va être à renouveler. C'est vrai qu'Énergie 12 marche malheureusement de moins en moins bien, et que ça pourrait être aussi quelque chose là pour le coup de plus intéressant que la 19 pour Xavier Niel. C'est donc un grand jeu de poker menteur actuellement. Il faut savoir une chose importante, c'est que c'est uniquement les fréquences TNT. C'est-à-dire que si Xavier Niel rachète M6, il ne récupère pas les programmes du groupe M6, il ne récupère pas la chaîne M6, qui continuerait d'être diffusée sur Canal, sur Sisplay et sur les box. D'accord. Donc ce serait uniquement pour la TNT M6. Juste la fréquence TNT antenne. Voilà, et la fréquence TNT antenne, ça représente aujourd'hui environ 30% des audiences d'M6, le reste étant aux alentours de 70%. Donc si on a une box et qu'on met la 6... Ouais, on tomberait sur M6. C'est fou. Et sur la TNT, mais ça veut dire que sur votre box, vous pourriez tomber quand même sur la 6, la ouais, 6 mais pas au canal 6. Mais pas au canal 6, voilà, exactement. Dingue. Et du coup, cette news-là, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle, parce que c'est une histoire de dingue. Mais c'est payant, cette fréquence? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, oui, et est-ce que, alors je suis désolé, c'est peut-être une réponse à laquelle tu vas pas pouvoir répondre, mais est-ce que cette fréquence est aussi chère si on prend la fréquence 1 que la fréquence 21 par exemple? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que effectivement, il y a toujours cette histoire de chaînes qui sont plus rentables d'un côté que de l'autre. J'ai pas les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est plus facile à obtenir une chaîne de la TNT qu'une grosse chaîne, parce qu'on est face à un acteur, on va dire, historique. Moi, personnellement, je pense qu'M6 ne disparaîtra pas, mais c'est vrai que ce côté... ok, je rachèterai C8 si je peux racheter M6, ça peut... L'insistance de Xavier Niel est vraiment perturbante, en fait. C'est surtout ça. On se demande vraiment ce que ça va donner. Je vous en reparlerai parce que c'est vraiment une affaire à suivre. David, quand je t'ai donné mes news pour aujourd'hui, j'ai pas été très clair sur la suivante parce que au début je voulais l'être, et puis je me suis dit c'est mieux que tu réagisses avec moi en direct. Est-ce que tu sais, selon toi, à part la nuit, un des moments où il y a le moins de monde devant la télé? C'est-à-dire, c'est l'anti-duel du dimanche soir où on a beaucoup de monde devant la télé. Selon toi, à quel moment est-ce qu'il y a le moins de monde devant la télé dans la semaine? Dans la semaine? Ouais. Je sais pas, le mercredi après-midi? Non, le mercredi après-midi, il y a du monde devant la télé, d'autant que les enfants sont à la maison. En fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai découvert ça il y a des années, mais c'est pas bizarre finalement, c'est assez clair. En fait, c'est le samedi matin. Le samedi matin, c'est un des moments de la semaine où il y a le moins d'audience à la télé. Tout simplement parce que, alors tu es bien placé pour le savoir, tout le monde n'est pas en repos le week-end. Il y a des gens qui sont en repos le lundi, le mardi, le mercredi, et qui du coup regardent pas mal la télé, parce que le week-end on peut avoir des sorties à faire qu'on ne peut pas faire la semaine. Et la semaine, on a quand même un public assez âgé qui est assidu. On a les fameux feuilletons, Amour, gloire et beauté qui est passé sur TF1, on en a parlé en début d'année, Les Feux de l'amour, on a les émissions de France 2, etc., etc. Mais il se trouve que le samedi matin, c'est un créneau horaire assez pauvre, puisque la plupart des gens, le samedi matin, vont moins se poser, on va dire, chez eux, que le samedi après-midi ou le dimanche. Le samedi, souvent, on fait son ménage, ou on va faire le marché. Il y a beaucoup de grandes villes de France qui ont leur marché le samedi matin, ou on va faire des courses. On est rarement posé comme ça, à rien faire le samedi matin, c'est plutôt le dimanche qu'on fait ça. Et pendant très très longtemps,
les chaînes de télé ont un peu déserté ce samedi matin en proposant des rediffusions ou des choses pas forcément très intéressantes. Et là, moi, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur 2 émissions que j'adore, et surtout sur cette initiative qu'ont eu France 2 et TF1 de proposer de l'inédit le samedi matin. Et on a notamment une émission qui s'appelle Bel et Bien, qui est diffusée sur France 2 le samedi matin. Ça commence à, que je dise pas de bêtises, à 9h30 et ça finit vers 10h40. D'accord. C'est une émission de plateau qui est présentée par Agathe Le Caron et Ali Rebelli. Et c'est une émission qui est dédiée à l'amélioration de la vie quotidienne, la santé, la psychologie, le développement personnel. Il y a des infos et des conseils pour mieux vivre. C'est une émission qui se veut feel good et qui veut qu'on se sente mieux une fois qu'elle ait été terminée. Et il se trouve que j'ai regardé samedi matin, parce que moi, pour le coup, je me suis posé, je revenais d'un long voyage en train, j'étais fatigué, et c'est la 2e fois que je voyais cette émission, et je la trouve vraiment géniale, parce qu'il y a une équipe de chroniqueurs, c'est bon enfant, et ça parle de sujets du quotidien. Alors là, le thème, c'était l'amour, les couples, vu de manière un peu humoristique. Au début, on a vu il y avait par exemple une chronique qui présentait en vidéo les demandes en mariage ratées, où la femme répond non, ou le mari répond non, qu'on fait le buzz sur Internet. Après, on nous a expliqué pourquoi, quand on tombe amoureux, le rythme cardiaque s'accélère. Il y a une partie santé, etc. Et la dernière émission que j'avais vue il y a quelques mois, c'était sur les plaisirs régressifs. Le fait de regarder une série qu'on aimait quand on était petit, la nostalgie. Moi, vous l'aurez compris, si vous nous suivez, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et du coup, c'était passionnant. Il y avait des psychologues qui racontaient ça. Et c'est un programme qui fait pas des audiences mirobolantes, mais avec quelques centaines de milliers de téléspectateurs, trouve son public le samedi matin. Et moi, je voulais vous en parler parce que c'est un vrai petit coup de cœur que cette émission qui fait vraiment du bien. C'est une émission feel good et c'est l'occasion de l'avoir en replay aussi. Ça dure une petite heure et c'est vraiment une équipe chouette, toujours plein de bonne humeur, d'entrain. Et puis ça change d'M6 qui à cette heure-là passe absolument star. Je sais pas si vous connaissez ce programme de Call TV où en gros faut appeler pour gagner des sous et en même temps il passe des clips. Des questions super dures quoi, genre comment s'appelle l'acteur de Top Gun, Tom Cruise ou Jean-Pierre Pernaut, et puis appeler pour gagner 10 000 euros et on vous dit mais personne n'appelle, alors qu'en fait tout le monde appelle et vous êtes surtaxé. Donc là en face il y a un programme un peu différent qui est arrivé donc il y a presque 2 ans je crois pour Bel et Bien et qui marche de plus en plus, donc c'est très bien. Sur France Télévisions. Sur France Télévisions. Et en face sur TF1, et c'est là où c'est génial, c'est que ça commence à 10h40. Vous pouvez enchaîner les deux programmes. C'est pour ça que je dis c'est l'anti-duel du dimanche soir, parce que c'est pas en face et qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est l'émission Génération Ushuaïa qui est diffusée sur TF1 de 10h40 à 11h45. C'est qui est un grand fan de Ushuaïa TV. Et voilà, Ushuaïa TV, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, Ushuaïa, moi je suis ravi que ce soit une marque qui ait réussi à s'extirper des horreurs présumées qu'aurait fait Nicolas Hulot. Il faut rappeler que c'est une marque qui est beaucoup associée puisqu'il était le présentateur de cette émission. Il est accusé par de nombreuses femmes de viol et d'agression sexuelle. Et mais bon, voilà, ça c'est Nicolas Hulot. Ushuaïa c'est tout autre chose. Ushuaïa c'est la marque de voyage, de découverte, d'évasion du groupe TF1. Et pas de gel douche. Et de gel douche. Hein. Le gel douche appartient, c'est une filiale de TF1 qui fait le gel douche aussi. Ushuaïa, donc à l'origine c'est une émission qui était diffusée sur TF1 de 1987 à 1996 le vendredi en deuxième partie de soirée. Au tout début, Ushuaïa c'est censé être une émission de sport extrême. C'est assez amusant, mais si vous voyez un jour en replay les tout premiers Ushuaïa, ça parlait de skateboard et de choses comme ça, alors que très vite, c'est devenu une émission découverte. En 96-97, elle est passée en prime time sous le nom d'Opération Okavango. C'était 5 émissions qui étaient censées faire le point sur les 5 continents juste avant le passage à l'an 2000 sur l'état de la faune, de la flore, et puis c'est devenu Ushuaïa Nature de 98 à 2014. En parallèle, en 2005, Ushuaïa TV s'est créé sur Canal, sur les box, et c'est une chaîne aujourd'hui du groupe TF1 thématique, une chaîne qui marche très très bien. Elle est numéro 1, si je dis pas de bêtises, sur le documentaire sur les box, avec beaucoup de documentaires inédits produits par la chaîne, et puis de rachats. C'est assez particulier parce qu'ils ont racheté des programmes de France Télévisions, comme des épisodes d'Échappée Belle ou des Trains pas comme les autres, etc., etc. Et c'est une chaîne donc, qui marche bien. Et moi je trouve vraiment super cette initiative qu'a eu TF1 il y a près de 2 ans aussi maintenant avec Génération Ushuaïa, c'est qu'en fait ils prennent un programme de la semaine donc payant d'Ushuaïa TV qu'ils mettent gratuitement le samedi matin sur TF1. Donc là aussi c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le téléspectateur il a le droit à un peu plus d'une heure de documentaires gratuits. Ça peut ne faire qu'une chose, c'est lui donner envie de s'abonner à la chaîne, donc c'est gagnant pour TF1, et puis pour le téléspectateur qui aurait pas les moyens, il peut via la plateforme MyTF1 revoir gratuitement ce programme-là. Donc c'est tous les samedis matins, c'est
par Fanny Agostini, qui est quelqu'un de bien, puisque c'est une jeune femme auvergnate, née voilà. en 1988. Oh, bah, donc, alors, que dire, forcément. elle est forcément parfaite, même si un jour elle avait critiqué Pokémon, et ça m'avait pas beaucoup plu. Et donc, voilà, c'est présent. Non, j'aime beaucoup, vraiment, elle fait un très très bon boulot, Fanny Agostini. Ce sera les Sentinelles de l'Océan pour ce samedi 18 février. Et voilà, encore une fois, le principe, c'est un documentaire qui normalement est payant, qui est gratuit, le samedi matin sur TF1, et on y voit plein de choses, notamment des émissions emblématiques comme En terre ferme, où une star de la télé ou du cinéma se confie à Fanny Agostini sur les questions environnementales. Donc je voulais mettre un petit peu en lumière ces deux émissions, Bel et Bien et Génération Ushuaïa. Génération Ushuaïa, c'est donc de 10h40 à 11h50, et une heure plus tôt, vous avez de 9h30 à 10h40, Bel et Bien sur France 2. Si de temps en temps, le samedi matin, vous faites pas comme les autres gens et vous restez sous la couette devant la télé, il y a des chouettes programmes à regarder. Eh ben nickel, on va rester sur des programmes à regarder puisqu'on va passer du côté de chez Altis. Alors on sait qu'en ce moment les plateformes ça a beaucoup de remous, beaucoup de gens se désabonnent des plateformes pour repasser sur du linéaire, et Altis Studio, donc SFR, on a profité peut-être pour se placer sur le marché. Exactement, alors ces dernières semaines je vous ai parlé de beaucoup de chaînes de télé, je vous ai parlé de Paris Première, je vous ai parlé de RTL 9, je vous ai parlé de Polar Plus, et je me suis dit que ce serait quand même bien que je parle d'une chaîne de télé que je n'ai pas et que je ne connais pas, pour ne pas parler que des chaînes disponibles sur Canal. Et Altis Studio, c'est effectivement une chaîne qui a été créée le 22 août 2017 sous le nom de SFR Studio, et c'est une chaîne de télé qui ne diffuse que du cinéma et des séries, et donc produite par Altis, c'est la maison mère de RMC, de BFM TV, de SFR, et donc c'est pour les abonnés de SFR une chaîne cinéma. Elle était disponible sur Canal jusqu'au 30 août 2022, qu'il a retiré de ses offres suite à la fin d'un accord avec donc entre Canal et SFR, et vous avez notamment des films et des séries de chez NBC, Universal et Paramount. La chaîne avait d'ailleurs signé 1 an d'exclusivité avec Metropolitan. En 2018-2019, ils étaient les seuls à pouvoir diffuser leurs films à la télé. D'accord. Mais c'est Canal aujourd'hui qui a racheté les droits de Metropolitan. Effectivement, Canal est beaucoup plus puissant, je pense, économiquement que Altis Studio. Et je voulais mettre quand même cette chaîne un petit peu sous les feux des projecteurs, puisqu'elle diffuse quand même 400 films et séries par an. Ah oui. Quelques séries américaines en exclusivité comme The Sinner, Ascensia ou Inhumans. Et puis, en point de vue série française, cette chaîne avait l'exclusivité de la série Taken de Luc Besson. D'accord. Qui est donc tiré des fameux films avec Liam Neeson. Moi, j'ai jamais vu la série, mais visiblement, ça faisait un carton d'audience sur Altis Studio, et sur cette chaîne, eh bien, je vous ai donné un exemple, le jeudi 16 février, vous allez avoir le film Mon grand-père et moi le matin, suivi de Président, puis Les Trolls 2 tournée mondiale, Happy Birthday, etc., etc. Donc, vous voyez, du cinéma récent, proposé sur Altis Studio, des séries comme la série Britannia, qui est en prime time tous les jeudis. Il y aura également tout un tas de films différents qui sont dans des univers, si j'ose dire, vraiment très éloignés les uns des autres, puisque je vous l'ai dit, Happy Birthday et les Trolls 2 la même journée, c'est pas tout à fait la même chose. Faut pas se tromper d'horaire, quoi. Exactement, donc voilà, c'est pour une exclusivité pour les abonnés SFR, et on vous invite à regarder cette chaîne qui défend le cinéma. Eh ben ça nous fait encore des sacrées news de chronique télé là, du coup, et puis on va terminer notre émission comme d'habitude par le programme, en commençant par le samedi 18 février. Je vous parle assez peu du samedi, mais un peu de la même manière que TF1 avait développé sa gamme de com pour Astérix, et ben ils font un petit peu pareil avec alibi.com, puisque tu avais regardé Vendredi tout est permis spécial alibi.com, et bien samedi soir 18 février sur TF1, il y a Camille et Images spécial alibi.com, là aussi avec l'équipe de Philippe Lachaud. C'est un peu une émission style Les Enfants de la télé, on va dire, avec Camille Combal, donc moi j'aime beaucoup, c'est très drôle, il y a plein d'images d'archives, c'est marrant, c'est fun, c'est samedi soir sur TF1. Et puis à noter que je vais vous parler un peu plus des samedis, puisque toujours pas de cinéma diffusé le samedi, mais ça rappelle le temps où le cinéma n'était pas autorisé à la télé le samedi soir, puisque Sister, donc numéro 22 sur la TNT, là cette semaine et la semaine prochaine, va diffuser des téléfilms Disney en prime time, et donc le premier ce sera Le Roi Lion 2. Et oui, Le Roi Lion 2 est un téléfilm, il n'est pas sorti au cinéma, contrairement au Livre de la Jungle 2, qui lui est un film, par exemple, parce qu'il est sorti en salle. C'est fou. Il y a des sacrées nuances quand même à savoir chez Disney. C'est vrai. Et donc, en prime time, samedi 18 février à 20h50, Le Roi Lion 2, suivi à 22h15 par les 12 travaux d'Astérix. Oh. Très très populaire cet Astérix, et on est même presque surpris de ne pas le voir en prime time, puisqu'il y a eu la surprise de César le dimanche dernier, mais non, là, pour le coup, c'est Le Roi Lion 2, donc à suivre.
évidemment, On sera dimanche toujours en matin. vacances dans certaines zones d'ailleurs. Oui, bah, c'est-à-dire que le 18 février, toutes les zones seront en vacances. Ah bah voilà. Puisque nous, on va terminer, ce sera notre dernier C'est ça. week-end. La zone B sera au milieu et puis la zone C va commencer. Mm. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que on a choisi ce parti-là chez M6, dans le groupe M6 avec Sister. Et pourquoi pas, en tout cas, on vous donnera les audiences dimanche 19 au matin. Avec On vous plaisir. dira ce que ça a donné. Allez, c'est parti pour le duel du dimanche soir. Allez. Alors, qu'est-ce qui passe sur France 2, David? Tu l'as vu hier soir, du Je coup l'ai ou pas vu, mais je ne me rappelle plus. J'ai obstrué exprès pour que tu me fasses la surprise. Inédit en clair, c'est les vétos Ah oui, c'est ça. avec Clovis Cornillac. Les vétos, alors pour le Que coup, tu as vu, toi, je crois. j'ai non pas vu les vétos, mais Ah. par contre, ça avait été un carton dans notre Ouais. salle de cinéma rural, ici en Bourgogne. Un immense carton, alors c'est un peu comme les Baudins. Hein. Ouais. C'est typiquement le genre de film qui n'a pas fait d'entrée dans les grandes villes, mais qui a cartonné dans le monde rural. Et face à lui sur TF1, j'ai un peu fait la grimace parce que c'est on nous resserre une soupe qu'on avait déjà bu en 2021, si je dois filer la métaphore, puisque ce sera Ant-Man. Ah, sur oui. TF1. Bah oui, mais avec Ant-Man 3 qui sort, forcément. Avec Ant-Man 3 qui sort, forcément. C'est pour ça que vraiment, quand je saluais le fait qu'il y ait Invisible Man, c'est que j'étais vraiment enthousiaste de me dire, mais un film comme ça qui passe sur TF1, c'est inattendu parce que, là, on vous l'a dit, Alibi.com, le même week-end, à un an d'écart, et encore 5 millions. Il faut savoir qu'Ant-Man a été diffusé en avril 2021, et qu'il avait fait 5,1 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme. Donc effectivement, Ant-Man s'est redite du printemps 2021, il avait fait 5,1 millions de téléspectateurs, alors il faut rappeler que c'était pendant le couvre-feu. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, si en 2019 on nous avait dit qu'un jour on annoncerait des audiences de couvre-feu, c'est quand même assez dingue. Mais c'était pendant le couvre-feu, et la semaine d'après, il y avait eu Ant-Man et la Guêpe, donc vacances de Pâques à l'époque, hein, Ant-Man et la Guêpe, 5 millions 7. Allez, je vous le donne en mille, je vous spoil. Je me suis informé, le dimanche 26 février, il y aura Ant-Man et la Guêpe sur TF1. C'est bien. Donc, ils repartent sur le même principe des deux films. Alors, c'est vrai qu'avec en plus Alibi.com, qui avait été diffusé l'année dernière, pour le coup, là, on est sur 3 semaines de suite, où c'est quand même des redites. Oui. Voilà. On peut effectivement... Ant-Man et la dire Guêpe, que- c'est pas sa première diffusion non C'est plus sa deuxième, ouais. Ouais, Donc, en d'accord. 2021, ils avaient fait exactement la même chose en Ok. avril. C'est-à-dire que là, ils nous reprennent en février 2023, ce qu'ils avaient fait en avril 2021. D'accord. Ant-Man, et la semaine d'après, Ant-Man et la Guêpe. Ça avait fait 5-1 et 5-7, donc gros carton. On en avait Mais- parlé mais sur couvre-feu. Netflix, mais couvre-feu. Là, effectivement, il y aura encore des zones en vacances. Il y en aura 2 pour Ant-Man, il y en aura plus qu'une pour Ant-Man et la Guêpe. Mais là aussi, bah, c'est du gagnant-gagnant, hein, puisque ils veulent essayer de faire profiter les salles et eux surfer sur Ant-Man 3 en salle. C'est un peu tard, par contre, parce que le film sera sorti quand même déjà depuis quelques jours. Et moi, je me dis que ce sera tout bénef pour nous, les petites salles qui n'avons C'est le ça. film plutôt Qui vers la l'avons en troisième troisième semaine. semaine, ouais. Et ben là, on va être pile, on va l'avoir le mercredi qui suit Ant-Man et la Guêpe, Parfait. donc tant mieux. Donc voilà pour ce duel du dimanche soir. Là, pour le coup, très différent, puisque Ant-Man face au Veto, on est vraiment dans un cas de figure où les deux films vont pas forcément se faire concurrence l'un et l'autre. Ce sera The Ghostwriter sur Arte. Ah, bien. C'est un Polanski. film de Polanski, effectivement, avec Avec Pierce Ewan Brosnan. McGregor et Pierce Brosnan. C8, c'est Au bout des doigts, un film de 2018 avec Lambert Wilson Tiens. et Christine Scott Thomas. Eux, ils nous habituaient d'habitude à des grands classiques bah du oui, cinéma. c'est ce que j'allais dire. Et là, ils tentent quelque chose d'un petit peu différent, donc à voir ce que ça va donner. W9, c'est demi-sœurs. Ça avait pas marché terrible en salle à l'époque où c'est sorti. Et TFX, hein, c'est un peu la même chose avec Jamais le premier soir. Là, on a deux comédies assez... Ouais. Voilà. Bon, ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude, mais bon. Les Croods sur Gulli, on espère que ça fera mieux que Né en Chine, qui n'a fait que 150 000 téléspectateurs. C'était un dimanche documentaire, dernier, mais après, bon, bon, voilà. voilà, Mm. entre guillemets, ça se tentait. Et voilà, et Tango et Cash sur Sister. Donc Ah, là, pour le coup, c'est grand écart par rapport à la semaine dernière, et Astérix, Complètement. c'est la surprise de César. bien sûr. On passe au lundi soir, lundi 20 février, où TF1 continue à nous passer des films le lundi. Ah. Ce sera la dernière fois, le 20, Oui. puisque le 27, on aura À venir, on en parlait tout à l'heure, avec Kev Adams. Une série. Et donc, après les 3 Astérix, on a sur une programmation différente, puisque ce sera Parents d'élèves, qui était sorti en 2020 avec Vincent De Dienne J'ai et beaucoup Camélia aimé ce film. Jordana. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est une jolie comédie qui prend les choses à bras le corps sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors, je ne l'ai jamais vu, personnellement, et ce lundi 20, je crois que je vais venir au Bordeaux voir Non. Mayday. Bah, voilà. Si- ce sera, je vais voir si c'est bien ou pas, ça aussi, mais je pense que ça peut avoir son petit succès, et surtout, ce sera assez symptomatique si ça marche, parce que Astérix, ça cartonne, mais c'est pas une surprise, même si aux Jeux Olympiques a fait un score, on vous le disait la semaine dernière, très très bon, et on va scruter les audiences, pourquoi pas un petit TikTok d'ailleurs sur Astérix, c'est la surprise Pourquoi de César, qui aura lieu, qui sera diffusé ce soir à l'heure où on enregistre. Mais là, Parents d'élèves, si ça marche, ça pourra inciter TF1, pourquoi pas, à remettre des cases cinéma
à d'autres moments de la semaine, ce qui est toujours appréciable puisqu'on rappelle que c'est la chaîne numéro 1 et que le cinéma à la télé, là aussi on se répète, mais ça rapporte beaucoup d'argent à l'industrie du cinéma quand un film passe à la télé. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour nous, salles de cinéma, quand un film est diffusé, et encore plus quand c'est sur la chaîne numéro 1, évidemment, ou enfin sur les 6 premières chaînes, on va dire, en tout cas, qui sont les plus exposées. Face à Parents d'élèves, l'enquête corse sur France 3. Avec Christian Clavier et Jean Reno, le duo des visiteurs dans une comédie un peu cliché, un peu voilà. C'est quand même assez cliché. Mais bon, à voir. Si lequel des deux va l'emporter, parce que c'est vrai que France 3 marche plutôt bien en général le lundi soir, mais moins depuis que TF1 a mis ses Astérix, donc à voir ce que ça donnera. Encore une fois, là pour le coup, mardi 21, je vais vraiment scruter les audiences, parce que ça va être très intéressant. Arte, c'est Goodbye Lénine, on peut dire presque un grand classique bien maintenant, sûr. Un film qui a vraiment son public. Sur W9, on aura L'âge de glace, puisque ce sera toujours les vacances pour deux zones, on le rappelle. Vrai, nous, on aura repris, mais pas deux autres zones, et en deuxième partie de soirée, le livre de la jungle de Jon Favreau. Et sur TMC, quelle ne fut pas ma surprise, je m'attendais à Star Wars 9. Eh ben, pas de Star Wars 9. Ce sera Captain America First Avengers. Mais quoi? Mais pourquoi? Alors, je pense, j'avais vu ça il y a quelques temps, notamment pour le film Aline, qui va bientôt arriver, je pense, sur TF1, puisqu'il est sorti, enfin, bientôt. Non, mais c'était fin 2021, ça sera fin 2023 sans doute. J'avais vu que certains films, il y avait une clause de diffusion sur TF1 avant de pouvoir passer sur TMC. D'accord. Et il se trouve que Star Wars 9 n'est passé qu'une fois, c'était à Noël, pas 2022 mais 2021, on vous en avait parlé à l'époque sur Critflix, c'était le duel du dimanche soir d'avant Noël, et je pense qu'ils n'ont pas atteint leur nombre de diffusion pour pouvoir le passer sur TMC. C'est dommage d'avoir prévu ça sans pouvoir diffuser ce fameux Star Wars 9. Ouais, mais du coup le 8, si vous vous souvenez bien, j'ai eu un flash tout à l'heure en préparant cette émission, souvenez-vous le 8, il a été diffusé à Noël. Alors, je crois que c'était après Last Christmas le 25 décembre ou quelque chose comme ça, ou enfin il a été diffusé un soir à 23h30 et j'avais été très surpris et je pense que c'était pour pouvoir atteindre le taux de diffusion sur TF1. Pour pouvoir le mettre sur TMC, pouvoir aller au moins de 1 à 8, mais pour aller à 9, ça aurait été trop compliqué. Et je pense que c'est pour ça. Donc on s'interdit pas peut-être une diffusion de Star Wars 9 d'ici 2-3 semaines sur TF1. Sur TF1, pendant les vacances, un mardi par exemple, je verrais bien ça parce qu'il avait pas très bien marché pour sa première diffusion, on va pas se mentir, ou en deuxième partie de soirée. Donc assez surpris, et en même temps Captain America, c'est le premier, je pense qu'il va pas faire une audience folle et il ne va pas concurrencer TF1 qui diffuse Parents d'élèves ce soir-là. Et à noter que sur TF1 série film, après Interstellar la semaine dernière, là ce sera Inception. Ah, bien. Donc là pour le coup, qualitativement, c'est vraiment chouette. Mardi sur Canal+, eh bien ce sera La Nuit du 12. Ah bien. Très bien. Moi j'ai adoré ce film. Si vous avez Canal, regardez-le. Si vous l'avez pas vu vraiment, qui en plus là, on n'a pas encore les chiffres toujours, mais enfin il a été nominé plus de 10 fois au César donc, cette année. Vraiment assez intéressant. Donc ce sera j'ai un ami, paraît-il, qui s'est réabonné à Canal pour un an, donc j'espère qu'il en profitera comme il se doit. Je l'espère aussi, parce que véritablement, là, faut quand même être con pour se rater au niveau du désengagement de Canal. Moi, j'aurais été lui, je m'y serais pris un peu plus tôt, mais bon. Voilà. On pourra en parler un jour, ça, des clauses des plateformes. Sur France 2, c'est du documentaire Apocalypse, les derniers jours d'Hitler. Faut rappeler qu'Apocalypse, ça avait été un carton d'audience quand c'est sorti, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais vraiment, c'est des images d'époque qui ont été recolorisées et du coup, Apocalypse, c'est devenu vraiment une franchise pour France Télé qui fait plein de documentaires historiques. Il y avait eu Apocalypse, premier du nom sur la Deuxième Guerre mondiale, puis Apocalypse Première Guerre mondiale, puis Apocalypse Hitler, puis Apocalypse Staline. Et là, il y a Apocalypse les derniers jours d'Hitler, c'est inédit. Ce sera mardi soir sur France 2. Sur M6, il y aura le film Raid. Alors, c'est un peu surprenant. Puisque un mardi soir, bah c'est ce qu'on a dit. Un coup le M6 c'est le lundi, le jeudi, le vendredi, bon bah là, c'est le mardi, c'est Raid. La dernière diffusion avait cartonné sur M6 et le 2 aussi. Et c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a à peine plus d'un an. Et je pense qu'ils veulent surfer sur le succès de ces films-là, des films d'action, on en parle parfois. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en deuxième partie de soirée, on aura le flic de Beverly Hills 3. C'est-à-dire que d'habitude, le 2, il a été diffusé après Aladdin, le 1 après Vaiana, donc on aurait pu penser qu'après le film Disney de cette semaine, on allait avoir le flic de Beverly Hills 3, eh bien non, il est placé, on verra tout à l'heure pourquoi, il est placé le mardi, après Raid, et surtout ce qui est encore plus curieux, c'est Wild Rose, je vous en ai parlé il y a 15 jours je crois, qui avait été passé à 1h du matin un jeudi, ben là il repasse à 1h du matin, un mardi. Oh là là, je pense que la chaîne s'est engagée à le diffuser plusieurs fois, et c'est vrai qu'on disait que c'était un peu
A Star is Born à la féminin, Raté, ouais. et c'était pas raté, mais c'était pas terrible, et du coup, bon bah voilà, là, il arrive là, c'est vrai que c'est un petit peu curieux de le voir à ce moment-là. C'est donc ça pour mardi soir. TFX, son fameux blockbuster du mardi, on a eu Bruce Tout-Puissant, on a eu Jackpot, on a eu Le Hobbit, et bien là, ce sera Sex List, une comédie un peu à l'American Pie, faussement subversive, on va dire, qui avait pas très bien marché. Et sur NRJ12, un film qui a été élu, qui a été proclamé par beaucoup de gens l'un des pires films de ces dernières années, c'est Babyphone, cette histoire de couple qui laisse un babyphone allumé, qui dit du mal des autres. C'était vraiment pas terrible, et je pense que NRJ12, qui pour l'instant, point de vue audience, est plutôt au fond du seau, ne va pas se remonter avec des films comme ça. Mais à noter que Black Phone, par contre, est diffusé actuellement sur Canal. Moi, je l'avais loupé en salle, je sais pas si tu l'as vu. Et pas encore. Et sur Canal, je me suis pris une grosse calotte. Je pensais que c'était un film d'horreur basique. C'était trop bien, donc n'hésitez pas à le voir. Mercredi 22 février, joyeux anniversaire à mon petit frère qui aura 30 ans ce jour-là. L'Abîme se termine sur France 2 avec les 2 derniers épisodes, 5 et 6. L apostrophe, Abîme. Oui, l'Abîme. Et pas l'Abîme. Oui, l'Abîme. Enfin, si, pour mon frère, ça va être Bim, là, la trentaine qui arrive, hein, mais l'Abîme, les 2 derniers épisodes. Donc, sur France 2, les 20 ans de la Nouvelle Star sur M6, ça s'en en parle beaucoup, mais bon, c'est pas forcément du cinéma. Mais alors là, qu'est-ce que je vois? J'étais très surpris de voir que M6, à 14h05, le 22 février, passe Bridget Jones' Baby. Ah. Du cinéma, en journée, un mercredi. Alors certes, il y aura encore quelques zones en vacances scolaires, mais... Après, ça reste compréhensible s'ils ont comme tu disais, des clauses de plusieurs diffusions. Le diffuser, finalement, en après-midi, ça fait un peu téléfilm pour les fameux c'est ça. RDA. Ouais. Et ben, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le passent. Et moi, je préfère le voir à 14h plutôt qu'à 1h du matin le mardi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je sais pas si certains s'en souviennent, mais en 2015, TF1 avait tenté du cinéma l'après-midi le mercredi. Ah ouais. En octobre, je crois, novembre, ils avaient passé les Jurassic Park. D'accord. Et ils pensaient faire autant que les films de Noël, et ben finalement ça avait moins marché, donc ça avait été retiré. Ouais. Et là, du coup, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant, mais il est là. Sur Arte, ce sera La Prière. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. La Prière, c'était un film de Cédric Kahn, qui avait été notamment le premier grand rôle d'Anthony Bajon, qu'on a revu dans plein d'autres films par la suite, et qui raconte un jeune de 22 ans qui, après une overdose, ça raconte l'histoire d'un jeune de 22 ans qui, après une overdose, va partir dans un couvent, dans un monastère. D'accord. Et il va avoir une vocation, il va vouloir devenir moine, mais il va aussi tomber amoureux. Donc c'est un film, il est noté 3 ou 4 étoiles dans la plupart de vos programmes télé, et c'est mérité. C'est vraiment du cinéma arrêt-essai pour le coup, sur Arte, et à voir ce que ça va donner. À noter que ce soir-là, sur W9, il y aura Le Voyage d'Arlo. Encore, voilà. C'est passé sur Gulli, je crois, pendant les vacances. C'est ça, au moment de Noël. Sur TMC, ce sera Bis, avec Admirad et Franck Dubosc. Comédie où il remonte dans le temps, mais c'est pas Vortex, hein, je vous préviens tout de suite. On n'est pas sur le même niveau. Et en deuxième partie de soirée, la 7ème compagnie au clair de lune, parce que ça cartonne, la 7ème compagnie, même à 23h pour le mercredi. Et enfin, c'est Star Johnny English 2 et Sister Bleu Saphir, c'est la suite de Rouge Ruby, dont on avait parlé la semaine dernière. On aura forcément Vert Émeraude la semaine d'après. Ouais, voilà. Jeudi soir, Your Honor, la saison 2 débarque sur Canal. La saison 1 avait été un carton avec Brian Cranston, je sais pas. Il paraît que c'est très bien, mais j'ai pas, non, malheureusement. Moi non plus, mais je pense essayer de m'y jeter un de ces jours, alors que Balthazar. Je demanderai à notre ami commun de me prêter ses codes Canal. Exactement. Du coup, est engagé. Balthazar va tirer sa révérence sur TF1. Oui, c'est vrai, on est sur les derniers épisodes, effectivement. Épisodes 5 et 6, donc jeudi 23 février, et côté cinéma, ça va être une battle de films d'animation sur les chaînes de la TNT, et c'est assez sympa, puisqu'on a Tous en scène sur C8. Super. Et face à lui, Moi Moche et Méchant 2 sur TF1 série film, 2 scènes qui n'ont pas l'habitude de passer des dessins animés le jeudi, donc on va voir ce que ça va donner, et TMC va continuer de son côté la diffusion de sa saga Hunger Games, puisque ce sera le numéro 2 jeudi soir, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les audiences du premier jeudi où ça a été diffusé le jeudi précédent. Et enfin vendredi, Stand By Me sur France 5, on l'a dit, la case cinéma de France 5 marche plutôt pas mal, donc là c'est effectivement le film de Bob Reiner, tiré de Stephen King, sur des 4 adolescents qui dans les années, ça se passe en 1959, c'est vraiment tendre, émouvant, et moi je l'ai vu il y a très longtemps et je m'en souviens très peu, mais voilà, je conseille Stand By Me. Ralph 2 sur M6, tu me l'avais annoncé il y a quelques temps. Ralph 2 sur M6, qui va être donc inédit aussi, comme à la première diffusion.
Et on sait que le premier Ralph avait beaucoup plu. Moi, je sais que les bandes... Enfin, Ralph 1 comme 2, à chaque fois, la bande-annonce m'avait méga hypé, le film m'avait un petit peu déçu. Je suis fan de jeux vidéo, donc forcément, je m'attendais à un peu plus, peut-être. On nous annonçait Sonic, Mario, puis en fait, c'est plus des caméos que des vrais rôles. Le 2, à voir, il est inédit. C'est un peu... Je sais pas si tu l'as vu, ce que t'en as pensé de Ralph 2. Je l'avais trouvé bien, mais un peu long, dans le sens où en fait il perdait beaucoup de temps à faire des références. Ouais, et donc forcément on se perd un peu dans le scénario. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner, puisque c'est inédit. Et en deuxième partie de soirée, là pour le coup, ce sera Aladdin. Et c'est plutôt pas bête, plutôt que de mettre le version de Beverly live Hills, voilà, le live action qui sera passé la semaine dernière. Ça permettra aux gens qui l'auront manqué, parce que certes c'est les vacances, mais il faut aussi se dire que vacances ou pas, c'est la veille du week-end. Ouais, et que s'il y a des gens, genre des ados qui ont loupé Aladdin la semaine d'avant, qui veulent se coucher un peu tard et le regarder, c'est tout à fait possible. Et sur Canal+, ce sera les Césars. Donc, en clair. Ah oui. Donc, pas de blockbuster du vendredi sur Canal+, mais les Césars, en clair. L'audience oscille souvent entre 1 et 2 millions de téléspectateurs, donc à voir ce que ça va donner. Sur Arte, il y aura le film Petite Sœur, qui est un film inédit aussi en clair, un film suisse sorti en 2020. TMC, à voir les audiences, va consacrer sa soirée à Jean-Pierre Pernaut, puisque ça fait 1 an qu'il est décédé. Oui. Et enfin, TF1 Série Film s'atteindra sur Men in Black numéro 2, voilà, et on imagine le 3 la semaine suivante. Voilà pour le panorama des jours à venir. On vous l'a déjà un petit peu spoilé, mais la semaine d'après, un dimanche soir, Ant-Man and the Wasp sur TF1, et pas de film le premier vendredi du mois de mars, malheureusement, sur M6, qui va repasser ce sera une émission de Julien Courbet. Donc voilà, à voir les audiences, évidemment, à suivre et à venir la semaine prochaine dans Critflix. Avec grand plaisir, en tout cas, ça fait beaucoup de films à voir. En fait, ces vacances prolongées, finalement, nous permettent de regarder beaucoup de choses, même pour les gens qui sont plus en vacances, de pouvoir quand même jeter un coup d'œil à la télévision. Même ça étale du cinéma sur 4 semaines, finalement. Et encore la semaine prochaine, pour la semaine du 25 février au 3 au 4 mars, il y aura encore la zone C en vacances. On rappelle que c'est Paris, la zone C, Paris et Toulouse, donc c'est un potentiel téléspectateur énorme. Donc il faut s'attendre à revoir du cinéma d'animation. Mais comme on le dit aussi souvent ici, le cinéma d'animation, c'est pas que pour les enfants. Et il y a beaucoup d'adultes qui seront pas en vacances, mais qui vont sûrement être super contents de voir tous en scène, Moche et Méchant, Aladdin, Ralph, etc. Donc, plein de belles choses à voir encore une fois. Eh ben, merci mon cher David, encore plein d'infos qu'on vous aura donné cette semaine. On espère que vous serez nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner comme d'habitude, à faire plein de choses pour que l'on puisse fonctionner le mieux possible si vous aimez cette émission. On vous dit de toute façon à la semaine prochaine, et puis on aura encore plein d'infos. Bonne semaine à tous. À très bientôt.